Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir bravé les intempéries. Donc nous allons entamer cette soirée relativement, j'allais dire, informelle tout de même, en parlant du microbiote et de ses implications, parce que vous avez manifestement déjà entendu parler du DOC, il y en aura plus loin, dans ses implications un peu plus sociétales et comment de ces implications sociétales on peut en découler des connaissances, des savoirs donc, et des impacts pragmatiques en ce qui concerne la médecine par exemple. Alors évidemment, faire une présentation sur le microbiote société et médecine prendrait plusieurs jours, mais j'ai choisi évidemment délibérément de prendre quelques points. Alors tout d'abord, le concept général, quand on souhaite comprendre, même si c'est extrêmement ambitieux comme mot, l'impact du microbiote dans la société et la médecine et la recherche, on doit d'abord faire un effort scientifique important qui est le suivant, c'est-à-dire essayer de penser à côté de ce qu'on en a compris jusqu'à présent en termes de physiologie, en termes de médecine, même si dans la littérature, dans notre histoire scientifique, une richesse épistémologique a mis en évidence que l'on pouvait déjà avoir les premiers stigmates du raisonnement. Le mot « penser à côté des sentiers battus » est essentiel ce soir. Vous allez voir qu'on va essayer de franchir un certain nombre de frontières de la connaissance, voire même de frontières du raisonnement classique qui nous a été inculqué. Pourquoi ? Alors, donc, l'intestin dans différentes formes, un petit jeu de mots, tout simplement, c'est que c'est le tube de l'année. Le tube digestif de l'année, c'est celui dont on entend le plus parler, sur les radios en termes scientifiques, à la télévision, il y a énormément de reportages, énormément de conférences, et au-delà de ça, on peut en mesurer, grâce à cette médiatisation sur les réseaux sociaux ou à la télévision et à la radio, on peut commencer à en mesurer les conséquences. Donc, mes collègues et moi-même sommes heureusement débordés par les sollicitations pour en parler. Donc sur cette base-là, on va reprendre pour être capable de penser à côté un petit peu d'évolution et de réussir à arriver. On va peut-être attendre que tout le monde s'installe, c'est plus facile. On fait braver les intempéries, donc c'est difficile d'aller jusque-là. Et donc, au-delà de braver les intempéries, on va braver les concepts, des dogmes établis, et on va essayer de les fourvoyer quelque peu pour penser correctement. Donc 13 milliards d'années, puis au cours de la création de la vie et de notre système, apparition de l'atmosphère, du gaz carbonique, et tout d'un coup, à 3,5 milliards d'années, apparition d'une forme de vie. Et ces premières formes de vie, un petit peu structurées, étaient déjà des bactéries. Donc finalement, on voit de par ce simple concept que si l'on suit l'évolution darwinienne, nous avons tous quelque chose de bactérien, dès le départ, dans nos cellules eucaryotes. Puis, un mouvement extraordinaire de biologie a permis de passer d'une atmosphère carbonique à une atmosphère oxygénée, et grâce, une nouvelle fois, à des bactéries. Donc, on voit par ce concept que les grandes révolutions de la vie ont pour origine les bactéries. On va voir que c'est toujours vrai au XXIe siècle. Pourquoi ? Parce que nous vivons aujourd'hui, en termes de biologie, une révolution, je ne le mets pas trop fort, une révolution scientifique, clinique, médicale, sociétale, voire même, on pourra en discuter, théologique pour les plus afins de ce domaine. Donc sur cette base-là, création de l'oxygène et au-delà de l'oxygène, des notions énergétiques. Pourquoi ? Parce que cet oxygène alors est capable d'être produit par des bactéries et cet oxygène a été utilisé par d'autres groupes de bactéries pour fabriquer de l'énergie. Et cette énergie, c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie dite organique. Donc on fabriquait grâce aux bactéries les premières molécules, les premiers substrats organiques en grande quantité, évidemment. C'était plus simplement des réactions chimiques plus ou moins aléatoires, c'était des réactions biochimiques. Donc le vivant, c'est-à-dire les bactéries à l'époque, s'en étaient organisées, et de là on a créé la diversité que l'on connaît. Donc quelques milliards d'années pour réaliser ce saut technologique biochimique essentiel, puis à nouveau quelques milliards d'années, mais pour décupler cette efficacité et réaliser somme toute tout un large spectre de vie. Donc dans ce concept-là, on peut voir
l'influence tout simplement au cours des... Un peu de publicité pour les autres, ça sent pas mal. On peut voir tout simplement au cours des temps l'application essentielle des bactéries. Alors, au-delà de cette manière organique, on a créé des aliments. Les aliments ont alors pu permettre de démultiplier les aspects vitaux sur la planète. Donc voilà un cheminement relativement simple qui permet de vraiment mettre à les bases du fondement et de l'importance de ce que les bactéries représentent sur notre planète et dans notre système. Alors, il y a 1,5 milliard d'années, il s'est passé un mécanisme, après 2,5 milliards d'années, donc l'évolution de l'apparition de l'oxygène. 1,5 milliard d'années, nous entendons un nouveau pas majeur pour l'homme et microscopique pour les bactéries, qui a été simplement, les bactéries extracellulaires sont devenues endobiontes, c'est-à-dire qu'elles sont venues quelque part s'abriter à l'intérieur de notre organisme. Donc il y a le symbiont, je me mets à côté, je vis en colocation, si vous voulez, et il y a l'endobionte, je vis en colocation, mais à l'intérieur de l'organisme, sans pour autant être un parasite, c'est-à-dire sans tuer l'organisme. Et ce côté endobionte a donné naissance à ces mitochondries, vous savez, je pense que j'ai bien compris, un certain nombre d'entre vous sont scientifiques, à ces mitochondries qui sont les centrales énergétiques et nucléaires qui permettent de générer l'énergie dans la cellule. Et donc il y a eu cette première phase vraiment de symbiotisme, endobiontisme essentiel, et qui est en fait le primum movens de notre réflexion ce soir, qui est de savoir si les bactéries qui nous habitent sont là passivement, ou si elles sont là de manière active, utile. Quelle est cette activité? Et on commence à mettre les bases d'un raisonnement clinico-scientifique. Quelle est l'utilité pour la santé et pour la pathologie, on va dire pour la lutte contre la pathologie, de cette relation symbiotique, endobiontique extrêmement étroite, sans laquelle nous ne pourrions vivre correctement. Donc, en plus des bactéries intracellulaires, qu'on appelle les mitochondries maintenant, les archéabactéries, les anciennes bactéries, il y a évidemment, maintenant nous savons tous, de nombreuses bactéries qui habitent notre organisme, mais qui n'habitent pas notre organisme de manière intérieure, endobiontique, ou alors à l'intérieur de nos tissus, qui habitent notre organisme, mais superficielle, extérieure, c'est-à-dire tous les épithéliats, toutes les couches que l'on a. Et on retrouve des noms de bactéries, que l'on retrouvera un peu plus tard, sur tous les épithéliats, sur toutes les surfaces extérieures à notre organisme. Et pour rappel, le tube digestif de la bouche à l'anus est le milieu extérieur. C'est un épithélium, c'est l'extérieur. Si on chemine de la bouche à l'anus, on va voir qu'on est toujours à l'extérieur de l'organisme. Alors, on a cette distribution d'une complexité bactérienne. Quelle est-elle, cette complexité bactérienne, et comment a-t-on pu la mettre en évidence, et comment habite-t-elle sur notre organisme, sur nos épithéliums de manière différenciée? Alors, il y a plus de 10 millions de gènes bactériens. Ouais, exactement quel est l'audience. Donc, un gène, c'est une protéine, c'est une fonction, pour faire extrêmement simple. Et donc, il y a plus de 10 millions de fonctions. Nous autres, eucaryotes, organismes particulièrement développés d'un point de vue sociétal, nous avons probablement entre 20 et 30 000 gènes. L'ensemble, maintenant je pense qu'on peut dire l'ensemble du génome bactérien, c'est-à-dire des fonctions bactériennes, est aux alentours des 10 millions de gènes. Donc vous considérez un petit peu la différence de complexité que représente notre microbiote, au sens large, par rapport à nos gènes, à nous, donc ce que nous sommes capables de faire avec notre codage. Donc sur cette base-là, il y a dans l'organisme à peu près 10 puissance 14, 14,0 d'individus bactériens kilocalories, donc 10, 13, 10, 14. Il y a à peu près 10 fois moins de cellules hôtes, c'est-à-dire eucaryotes, que de cellules bactériennes. Donc finalement, quand on réalise ça, si on explique à un extraterrestre, j'allais dire ce qu'est l'être humain, des cellules eucaryotes et des cellules prokaryotes, il va dire que vous êtes simplement des bactéries qui hébergeaient un être humain. Non pas des êtres humains qui hébergeaient les bactéries, parce que les plus nombreux, les cellules plus nombreuses sont les bactéries. Alors, si je vous permets d'ouvrir en tant que scientifique une première parenthèse et la fermer rapidement. Si l'on considère philosophiquement ce qu'est l'être humain, être ou ne pas être, fameuse question à laquelle on essaye en tant que docteur en philosophie, c'est mon titre,
de répondre d'une manière ou d'une autre. Comment se définit l'être humain? Est-ce que l'être humain se définit par ses cellules eucaryotes, par ses cellules prokaryotes, c'est-à-dire les bactéries, par une symbiose des deux? Est-ce que finalement, philosophiquement, notre esprit pense avec notre âme, notre subconscient associé au conscient, qui est le propre de l'être humain? Où sommes-nous, ce conscient, ce subconscient, est-il sous l'influence, finalement, d'un être qui vit à côté de nous, donc pensée à côté, qui vit à côté de nous, que représentent les bactéries? Est-ce que ces bactéries sont des cellules qui apparemment sont indépendantes, c'est ce qu'on pourrait croire, ce qui est faux évidemment, chaque cellule vit en symbiose, comme les cellules de notre peau viennent en symbiose avec les cellules de notre sang, de notre système immunitaire, etc. Donc cet organe, finalement, je vais prononcer le mot organe, qui est l'organe microbiote, représente-t-il l'être humain, ou est-ce que c'est l'organe eucaryote qui représente l'être humain? Finalement, si l'homme a créé Dieu à son image, quelle était l'image de Dieu? Fin de la parenthèse, je vous laisse avec cette réflexion. Comme le bac de philo, c'est bientôt, c'est bien juste d'être passé, vous avez 92. Donc, sur cette base-là, et ce sera ma seule allusion, on remet en question d'un point de vue philosophique, et j'ai été approché par les philosophes qui m'ont demandé ce que j'en pensais, pour savoir quelle était la définition de l'homme, et finalement, quel était notre mode de pensée et notre âme. Est-ce que le microbiote fait partie de l'âme ou du subconscient, voire même du conscient? Alors, du conscient, on en est sûr. Donc, je peux déjà répondre à cette question. L'on sait, par exemple, de manière consciente, que ceux qui aiment le chocolat, non pas par goût, mais par addiction, ont un microbiote différent de nous. Par exemple, à savoir qu'on pourrait considérer que l'on pense de manière consciente avec un cerveau inconscient qui est celui de l'intestin. Alors, pour ceux qui ont suivi la littérature, il y a eu, il y a 2-3 ans, des scoops très importants dans la littérature que l'on a appelé, qui continue aujourd'hui, qu'on a appelé le deuxième cerveau. Je pense que cette phrase n'était pas inconnue, pas inconnue. Ce deuxième cerveau, on a dit, c'est le cerveau intestinal, on le pense avec notre intestin. Mais qui contrôle ce cerveau intestinal? Il est à côté de qui? Il est à côté de quoi? Il est à côté de bactéries. Alors, si un cerveau s'est fait de cellules nerveuses, sur quel cas notre intestin contient à peu près autant ou plus de cellules nerveuses, vous avez 8 mètres de tube digestif, que notre moelle épinière. Moins de cellules que notre cortex, au moins chez l'être humain, l'Homo sapiens sapiens, ça reste discutable chez le macaque, mais chez l'Homo sapiens sapiens, il y a plus de cellules dans le cortex que dans l'intestin, mais autant dans l'intestin que dans la moelle épinière. Un cerveau, des cellules nerveuses neuromédiateurs, ces molécules sécrétées par les cellules nerveuses qui partent à côté. On connaît quelques dizaines de neuromédiateurs produits par nos cellules eucaryotes. On connaît quelques milliers de molécules bactériennes qui sont capables d'agir sur notre cerveau et sur nos cellules nerveuses. Quasi tous les neuromédiateurs, type dopamine, sérotonine, tryptamine, etc., c'est des épinéphrines, j'en passe, c'est les meilleurs, quasi toutes les molécules neuromédiatrices qui font notre cerveau, on va dire, notre mode de pensée, sont également produites par les bactéries. Sur 10 millions de gènes, vous avez pléthore de capacités de produire des molécules, j'allais dire, pensantes. Et donc finalement, cette interaction microbiote intestinal, deuxième cerveau ou cerveau intestinal est très puissante. Elle est tellement puissante que vous avez une autoroute nerveuse qui va de l'intestin jusqu'au cerveau et du cerveau qui retourne dans le reste de l'organisme. Cette autoroute nerveuse, c'est, pour ceux qui connaissent leur biologie, le nerf vague. Le nerf numéro 10, le nerf vague, un énorme nerf qui est pratiquement le plus gros de l'organisme, qui va de l'intestin jusqu'au tronc, jusqu'à la base du cerveau, et de la base du cerveau jusqu'au cortex, etc., qui fait des relais. Et ce nerf vague, c'est le nerf, en fait, son vrai nom, c'est pas le nerf vague, c'est le nerf vagabond, parce qu'il vagabonde, il va dans l'ensemble de l'organisme. Et il relaie l'information intestinale, des informations intestinales, notamment du domaine de l'alimentation et de la nutrition. Donc, je vous disais tout à l'heure, je mange du chocolat, j'aime ça, très bien, les papilles gustatives nous aident, l'intestin nous aide, les papilles gustatives nous aident. Les papilles
gustative, c'est rien d'autre qu'un épithélium qui se trouve sur la bouche. Ces papilles gustatives sont des toutes petites que vous connaissez, sucrées, salées, etc., sont des toutes petites structures neuroépithéliales, c'est-à-dire nerveuses et épithéliales, qui relaient l'information du goût. Donc, tout le monde sait ça. Mais cette information du goût est également dépendante, et ça a été montré cette année, par les bactéries qui colonisent ces papilles gustatives. Si bien que des êtres humains qui ne sentiraient pas ou qui sentiraient trop le goût sucré, et qui serait, ce goût sucré, donc connecté au cerveau évidemment, va alors stimuler l'être humain à manger plus. Il suffit de nettoyer les papilles, des antibiotiques ou autres, pour réduire cette capacité. Et ces antibiotiques ne vont pas détruire, j'allais dire, les papilles, mais détruire l'environnement, c'est-à-dire les bactéries qui l'habitent. Et l'on peut maintenant commencer à identifier dans la bouche et dans l'intestin des relations moléculaires très étroites entre la qualité des bactéries, on va y revenir, et les impacts nutritionnels et le comportement. C'est pour ça que le comportement, je pense, donc je suis quoi? Je suis un être humain ou je suis un être humano-bactérien. Et je pense qu'il faut aujourd'hui considérer le symbiont, c'est-à-dire l'association des deux, plutôt que l'holobionte, c'est-à-dire les personnes séparées. Alors, ces bactéries sont regroupées dans des grands groupes. On ne va pas faire trop de sémantique ni de taxonomie, mais je vais quand même vous les décrire. Il y a essentiellement deux grands groupes, les rouges et les jaunes, suivant les diapos, mais les bactéries c'est des firmicules, et un autre petit groupe qu'on appelle des phyla, d'un point de vue taxonomique, qui habitent. Et dans ces phyla, il y a toute une taxonomie des genres, ordres, classes, espèces, etc., etc. Alors, vous avez ici la complexité taxonomique avec au centre un des plus hauts niveaux de la taxonomie, les phyla, puis les ordres, classes, genres, espèces, etc. Et associés, vous avez un certain nombre de candidats qui sont à peu près bien connus. On est très loin de tout connaître, évidemment. On est très loin d'avoir tout caractérisé, surtout de tout savoir cultiver. Et sur cette base-là, les études depuis une dizaine d'années sont extrêmement puissantes pour commencer à cartographier, à faire une sorte de dictionnaire, un catalogue de l'ensemble des bactéries, de l'ensemble des gènes, donc de l'ensemble des fonctions. Évidemment, c'est une science naissante. Grâce à la technologie, on va y revenir. Alors, au-delà de ces aspects taxonomiques et un peu conceptuels, philologiques pratiquement, nous avons une notion médico-clinique, clinique au sens santé, pas pathologique, qui est la suivante. Nous sommes tous nés dans cette salle complètement vierge de bactéries. On est né ce qu'on appelle axénique, sans vie bactérienne, comme des poulets qui sortent de l'œuf, qui naissent complètement stériles. Et au cours des premières heures, premiers jours, mois, etc., s'est mise en place toute une structuration de bactéries, vous voyez, dans l'ordre, avec ces fameux phyla dont je parlais, qui doivent être respectés. Pourquoi? Parce que la mise en place de ces phyla, comme un jeu Lego, si vous voulez construire une maison, vous avez intérêt à commencer par la base. Si vous voulez mettre les fenêtres, qui n'est pas la base, ou le toit, qui n'est pas les murs, ça ne tiendra pas. Ben pour l'écologie bactérienne, c'est pareil. Il faut mettre dans l'ordre cette écologie bactérienne. Et cet ordre doit être respecté. Il doit être respecté tout au long de la vie. Voire de la mère gestante, porteuse, la femme enceinte, doit absolument avoir déjà un microbiote particulier, notamment au cours du 3e trimestre de sa grossesse. Il y a un microbiote caractéristique qui va commencer à programmer ce que va être le futur bébé. Et voir le futur enfant, et voir le futur adulte, si on pousse à l'extrême le raisonnement. Et donc, le bébé à la naissance va se coloniser par son environnement. Son premier environnement, quand il est né par voie naturelle, c'est évidemment le vagin. Toute la sphère digestive, voire urodigestive, les premiers bisous, et également le sein maternel. Le sein maternel qui contient ce premier lait qu'on appelle le colostrum, qui contient des bactéries, des lactobacilles, des bacilles du lait. Et maintenant, on s'amuse à mettre dans les yaourts. Il n'y a pas que ça, il y a aussi du bifido, etc. Donc, les premières colonisations sont celles-ci. Elles se mettent en place grâce aux premières heures. Et cette organisation doit être très bien structurée. D'où la théorie un peu actuelle de favoriser l'allaitement, de favoriser les voies naturelles et donc anti-césariennes. Si nous avions du
temps où nous étions à la fac de médecine, je présenterai les résultats de la césarienne versus la voie naturelle sur le développement d'un certain nombre de maladies métaboliques et cardiovasculaires qui ont été bien étudiées parce que très bien recueillies. Donc on a aujourd'hui ces évidences très claires. Évidemment, par extension, on a aussi des évidences relatives à l'antibiothérapie très jeune à la naissance, dans les premiers jours. Vous pouvez imaginer, il y a des protocoles cliniques qui obligent, et à juste titre, à traiter les enfants des premières semaines, des premiers mois de vie par les antibiotiques. On peut imaginer dès à présent les conséquences de cette antibiothérapie chronique et répétée dans certaines conditions. Elle est obligatoire pour la raison de survie, mais elle peut être délétère à terme. Évidemment, pour être capable de répondre à cette question, il faut l'ancienneté. Si on fait l'expérience aujourd'hui, on va attendre 50, 60 ans qu'une obésité, qu'un diabète, ou qu'un cancer, ou qu'une inflammation intestinale se développe. C'est pas évident, mais les études épidémiologiques rétrospectives sont capables de commencer à apporter des réponses dans ce domaine. Donc, il est bien conscient d'un point de vue conceptuel que se met en place une écologie bactérienne pendant toute la vie. Les phases clés, la naissance, déjà donc la femme enceinte et son troisième trimestre, la naissance, le type de bactéries que le bébé va trouver au cours des premières semaines, premiers mois, ce qu'il va manger. L'enfant, quand la transition nutritionnelle est terminée, de l'allaitement au biberon, du biberon aux premiers aliments solides, etc., une fois que l'enfant mange à peu près tout pareil, avec quelques modifications hormonales essentielles, notamment chez la femme, la puberté chez la femme est une grosse modification, un gros facteur modifiant du microbiote. Puis, à l'âge adulte, alors, c'est le statu quo pendant des décennies, dans un état de santé et de vie, d'hygiène de vie classique. Si demain vous décidez d'aller manger chez McDonald's tous les jours, votre microbiote va s'en souvenir à votre organisme aussi. Mais si vous mangez la même chose à 20 ans qu'à 40, qu'à 50, qu'à 60, 70, etc., votre microbiote ne va quasi pas changer. On va y revenir, évidemment, il y a quelques subtilités par rapport à cette affirmation. Il ne va pas changer dans des proportions, j'allais dire, principales. Il peut changer, évidemment, dans un grand nombre de stress que l'on va. Alors, je vais vous dire la personne. Une personne âgée. Une personne âgée, ce n'est pas une définition, ce n'est pas un concept, c'est plutôt une allégorie pratiquement sociétale. Une personne n'est cliniquement considérée âgée que quand elle a des maladies, donc elle rentre dans une phase pathologique. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne de 70, 80, 90 ans, en parfait état de santé, qui aura le même microbiote qu'elle avait quand elle avait 20 ou 30 ans. Et puis vous avez une personne de 50, 60 ans, atteinte de ce qu'on appelle le vieillissement accéléré, pour tout un tas de raisons cliniques, environnementales, etc., qui aura un microbiote qui va changer par rapport à quand cette personne avait 20, 30 ou 40 ans. Donc il y a un âge, quelque part, du microbiote. Certains disent on a l'âge de nos artères, on pourrait maintenant dire on a l'âge de notre microbiote, c'est-à-dire dans quel état de santé il est, son microbiote, c'est écologique. Alors à ce moment-là, on peut définir, on pourrait, conditionnel, définir notre âge réel, notre âge microbiotique. Donc sur cette base-là, on a bien compris qu'il y a une symbiose. Un des facteurs logiques, tautologiques de cette symbiose est évidemment l'alimentation. Je suis ce que je mange, et mes bactéries font pareil. Elles sont ce que je mange. Si on veut modifier son microbiote sur 24 heures, il faut manger un cassoulet. C'est tout ce qui va se passer. Et il ne faut rien d'autre que 24 heures ou une minute pour changer le microbiote. En apparence, évidemment. Par contre, de manière constitutive et irréversible, il faut plusieurs années. Pourquoi ? Parce que le titre d'une de vos conférences va être la relation avec le système immunitaire. Microbiote, système immunitaire. Une relation intime, on va le voir un petit peu tout à l'heure. Pourquoi intime ? Parce que la mémoire de ce que le microbiote est pendant toute notre vie adulte est au moins en grande partie contrôlée par la seule mémoire biologique que nous ayons réellement, qui est le système immunitaire et dans une certaine mesure le système nerveux, évidemment, qui contrôle ce système immunitaire. Donc quand le couple, je ne vais pas définir ce qui va être dit plus tard, mais quand le couple système nerveux, système immunitaire, système microbien est déréglé, alors vous perdez la mémoire, vous le changez. Mais pour changer ce couple, c'est très difficile. Les bactéries et le système immunitaire sont particulièrement fidèles l'un à l'autre. Ce qui veut dire que si vous naissez, vous évoluez en bonne santé, avec un microbiote en bonne santé de votre naissance jusqu'à votre développement adulte,
vous aurez toutes les chances de rester en bonne santé pour le reste de votre vie, sauf évidemment, toujours quelques cas exceptionnels qui peuvent arriver. Mais de manière chronique, globale et, j'allais dire, moyennée, vous serez en bonne santé, aussi bien d'un point de vue cardiovasculaire, mais évidemment, ça peut changer. Si chroniquement, vous changez votre alimentation, vous changez votre microbiote, si vous changez vos conditions de vie, d'exercice, de stress, de voyage ou autre, vous allez changer votre microbiote. Et là, vous rentrez dans la modification du système immunitaire et la perte de cette mémoire de bonne santé que l'on a. Donc, certes, les aliments, les conditions et le contrôle de l'organisme. Alors, ce contrôle de l'organisme, maintenant qu'on a fait toutes ces mises en place de la base des raisonnements, vous pensez à côté, on va rentrer un peu plus en profondeur de la biologie. Excuse pour ceux qui ne sont pas biologiques, mais je suis biologiste, mais je vais essayer de faire relativement simple. Donc, nous avons dans l'intestin cette diversité bactérienne, vous voyez les formes de bactéries colorées par des fluorochromes différents, on les voit bien, vous voyez cette grande diversité dont on parlait. Et vous avez les cellules de l'hôte, ici représentées en bleu. Les cellules de l'intérieur de l'organisme sont en bleu. Et vous avez ici une barrière, une couche, parce que dans cette symbiose, mine de rien, les bactéries avec leur 10 millions de gènes, si on considère l'ensemble des bactéries qui peuvent habiter l'intestin et plus, 10 millions de fonctions, beaucoup plus que ça, même peut-être un côté agressif non négligeable, on n'a peut-être pas assez de défense. Donc l'organisme s'est dit, j'ai besoin de toi, bactérie, mais on va chacun chez soi. Comme dit un ami à moi, tu fais comme chez toi, mais tu n'oublies pas que tu es chez moi. Très bien. Bactérie, tu fais comme chez toi, mais tu n'oublies pas que tu es chez moi, autre cas. Et donc, je mets une couche de mucus. Mais cette couche de mucus, cette barrière, c'est une barrière, on va dire, semi-perméable, filtrante. Là aussi, sans faire de politique, les bactéries restent à l'extérieur, la plupart du temps, vous, cellules bleues à l'intérieur, mais il y a un filtre sélectif, on arrive à la frontière avec un passeport. Et là, les gardes frontières, qu'on appelle le système immunitaire, vont sélectionner qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer. Ce système immunitaire qui va sélectionner, on va voir qui peut rentrer et qui ne peut pas rentrer, doit lire un passeport bactérien. Il va comprendre ce passeport. Il va dire, vous êtes né en France, vous pouvez rentrer en France. Très bien. Vous êtes né en Italie, vous pouvez rentrer en Italie, etc. Évidemment, si ce n'est pas le cas, on va analyser la situation au cas par cas, donc soi-disant, on va le dire. Et dans ces conditions-là, on va filtrer un passage bactérien, une translocation bactérienne. Vous allez voir l'utilité fondamentale de cette translocation bactérienne. Donc il y a un filtre immunitaire. Et ce filtre immunitaire, il va être mis en place. Vous êtes français, vous êtes né sur le sol français, vous pouvez rentrer en France. Donc si on est né sur le sol français, c'est qu'on a été cartographié, politiquement parlant, à la naissance, puisqu'en France, on a le droit du sol, entre autres. Et donc, la mise en place par rapport à ce que je disais de qui va être toléré à rentrer dépend de la naissance. Vous voyez, la première étape de la programmation, ce sont les premières heures de la vie qui vont éduquer le système immunitaire pour que ce système immunitaire reconnaisse qui habite naturellement. Ce qui habite naturellement, il provient du lait maternel, du type de naissance, du vagin, de la sphère oro-gustative, digestive, qui contient les bonnes bactéries. Et on voit que si la mère et l'entourage, le père, tous ceux qui font des bisous au bébé, je veux dire, a un microbiote dysbiotique, c'est-à-dire qui ne maintient pas le bon état de santé, alors il va y avoir un transfert de ces bactéries pro-maladies, pro-obésogènes, pro-diabétogènes, pro-carbogènes, etc. Et on voit alors l'importance de cet équilibre au cours du 3e trimestre de la vie de la mère pour le transfert, mais c'est également vrai pour le père, parce qu'assez rapidement, le père, embrassant, les grands-parents, etc., les frères et les sœurs, les enfants vont transférer ces bonnes bactéries. Si bien que si l'on fait un parallélisme, vous avez tous vu au moins à la télé, ou de visu pour ceux qui voyagent, quand vous êtes aux États-Unis, vous voyez joyeusement un couple de parents obèses, probablement diabétiques, c'est pas marqué sur le front, mais l'obésité, ça se détecte facilement. Un couple de parents obèses, et puis des jeunes enfants adolescents, 7, 8, 10, 12 ans, obèses également. Dans cette famille, ils mangent absolument n'importe quoi. Certes, mais les enfants qui mangent n'importe quoi sont déjà obèses. Ce n'est pas le cas en Europe, de manière aussi prépondérante. Pourquoi? Les hypothèses maintenant qui commencent à être validées
sont qu'en fait, les parents obèses transfèrent un microbiote obésogène, c'est-à-dire capable d'induire l'obésité. Il en est de même pour les parents minces qui transfèrent un microbiote capable de maintenir mince un enfant, au moins pendant son adolescence. Et ça va beaucoup plus loin parce qu'il y a des maladies qu'on appelle le foie gras chez l'homme, la stéatose hépatique, qui commencent à être transférées chez l'adolescent et dont on s'aperçoit que les causes sont associées à cette stéatose au foie gras chez l'adulte et la femme et comme le mari également. Donc vous voyez l'importance finalement de cette programmation de la naissance, cette mémoire. Et si l'on veut changer cette mémoire, il faut changer la mémoire immunitaire qui est très ancrée et qui est très difficile. Alors, donc on est quand même protégé, et on va voir l'impact de cette protection et comment on la contrôle. Donc les intervenants sont les aliments, les avez vus, mais également les médicaments. Il va de soi, je ne parle pas des antibiotiques, les médicaments chroniquement ingurgités, les molécules chimiques, pour simplifier. Il est très difficile de nos jours de trouver un médicament qui ne modifie pas le microbiote intestinal. Très difficile. La plupart le font. C'est normal, il agit sur les fonctions biologiques, et ces fonctions biologiques agissent sur le microbiote intestinal. La nutrition l'a dit, les pesticides, on en parle beaucoup, sans arrêt, glyphosate, pas de glyphosate, ça donne le cancer. Oui, mais comment? Les expériences en laboratoire sont peu concluantes. Quelqu'un a-t-il regardé l'impact du glyphosate sur le microbiote intestinal? Et le microbiote intestinal est connu pour être le facteur de risque du cancer du côlon. Donc vous voyez ce triumvirat, cette triangulation pythagorienne qui pourrait être faite en disant finalement les xénobiotiques, les pesticides qu'on appelle des xénobiotiques, xéno parce qu'à l'extérieur, pourraient modifier notre microbiote intestinal qui alors modifié pourrait simplement devenir agressif et contrôler le cancer du côlon, pour simplifier, ou d'autres cancers. Donc on a ce type de raisonnement en cours, ce type d'études en cours, qui permettent de commencer à poser les bases de ce raisonnement. Le stress, pourquoi? Parce que quand on est stressé, notre cerveau est stressé, il sécrète tout un tas d'hormones, ou fait sécréter des hormones de type glucocorticoïde, qui sont des régulateurs extrêmement importants du système immunitaire, de nos défenses. On sait que de temps en temps, on prend des shoots de glucocorticoïdes contre l'allergie à cette période au des fois pour calmer le système immunitaire. Et en effet, ces cellules immunitaires étant calmées, leur relation avec le microbiote va être changée. Le microbiote va donc être plus agressif en réponse à ce type de traitement. Et donc, le stress va modifier les glucocorticoïdes qui vont modifier le système immunitaire intestinal, qui va alors modifier le microbiote, et le microbiote va être modifié. N'oubliez pas cette union de gènes, cette union de fonctions extrêmement puissante pour agir de différentes manières. C'est qu'une liste non limitative de facteurs. Donc, d'où vient cette notion de révolution et comment on est arrivé là à remettre en cause ces bases, ces concepts? Alors, en fait, comme toute révolution, il y a souvent une origine, non pas le peuple meurt de faim uniquement, mais une origine technologique. Et c'est là où on parle de science, de révolution scientifique. Jusqu'à présent, on était capable de mesurer, en faisant cultiver des bactéries sur des boîtes, en leur donnant à manger d'une certaine manière, à peu près 10-20% de ce que l'on connaît aujourd'hui. Puis la technologie a permis d'identifier cette partie immergée de l'iceberg grâce à ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire l'analyse de toutes les paires de base, de toutes les lettres de l'alphabet qui compose le grand livre du microbiote, pour simplifier. Et grâce à ce séquençage moléculaire, on a pu réaliser le premier catalogue, le premier annuaire, si vous voulez, de l'ensemble des bactéries. Alors ça, c'était en 2010. On avait identifié à peu près 3 millions de gènes. On pensait que c'était déjà énorme. Maintenant, on est à 10-12 millions. Et je pense qu'on a atteint l'asymptote de la diversité. On a à peu près tout découvert, on va dire. Parce qu'on a beau continuer à analyser, on ne trouve rien de nouveau. Ça a l'air d'être à peu près prévu. Et donc, cette technologie n'est pas vieille. Elle a commencé dans les années 2000. Elle s'est affirmée, elle a été validée dans les années 2010. Et maintenant, elle est utilisée à gros bouillon dans la plupart des laboratoires de recherche moléculaire qui utilisent ça en routine. Il y a encore un coût de moins en moins exorbitant, et surtout une analyse informatique et mathématique derrière qui commence à être mise en place. Donc une révolution parce qu'on a un outil, comme dans toutes les révolutions, en plus d'un concept.
Et grâce à ça, on a fait un bond fantastique. On a donc cette taxonomie, cette organisation structurale de la vie, et on a ces fameux taxons dont on parlait tout à l'heure, et ces fameux phyla qui représentent la diversité du microbiote intestinal. Alors, intestinal, mais pas que. Suivant les auteurs, suivant les publications, on a 100 fois plus de gènes, 10 fois plus, 50 fois plus, 300 fois plus. Considérons qu'on a beaucoup de fois plus de gènes bactériens que dans le génome humain. 40 milliards de bactéries, alors il y en avait un petit peu moins ou un petit peu plus, personne ne les dénombre plus correctement, on va dire que ce sont des chiffres faramineux. Et dans cette grande diversité de bactéries différentes, 1000, 2000, 5000 espèces différentes, finalement, que faut-il retenir? Si on fait une expérience relativement simple, on analyse, on regarde la carte d'identité du microbiote intestinal pour simplifier de chacun, même s'il y a un pulmonaire, un pulmonaire, un oral, un nasal, etc. Le microbiote intestinal, dans les 8 mètres d'intestin que nous avons, si on analyse tout ça, on quantifie, on sort la carte d'identité et on regarde qu'est-ce qui est commun. Pour une personne sur deux, on partage 75 espèces bactériennes. On en a 1500, mais il n'y en a que 75 qui sont communes à une personne sur deux dans cette salle. Si on va mettre un peu plus stringent, en disant oui, mais quel est le nombre de bactéries qui est partagé, on va dire, par 90% du nombre de personnes de cette salle. 90% partagent 57 espèces. Ils sont encore bons. Combien d'espèces bactériennes, sur les 1500 à 2000 ou 3000, sont en commun à tout le monde, sont communes à tout le monde? Eh bien, on arrive à une liste 18, 20 espèces. Une vingtaine d'espèces caractérisent et sont présentes chez tout le monde dans cette salle. Sûrement des exceptions, comme toujours. Donc c'est extrêmement peu. C'est ce qu'on appelle le corps, C-O-R-E, c'est-à-dire le cœur de ce que nous sommes. Et ces vingtaines d'espèces sont étudiées évidemment de manière très précise. On va dire sont considérées comme essentielles pour le maintien de la bonne santé. Mais ces vingtaines d'espèces ne peuvent pas habiter sans toutes les autres espèces. Je prends un exemple simple que vous avez probablement tous subi au fin de votre vie. Si un jour vous avez une indigestion qui s'installe avec de la fièvre, le médecin va vous prescrire des antibiotiques, par exemple. Très bien, il va prendre des antibiotiques de tel type, tétracycline ou autre, qui vont tuer, on imaginait, moi j'imaginais à l'époque, toutes les bactéries dans l'intestin, les bonnes, les mauvaises, etc. En fait, non, pas du tout. Ça ne va tuer qu'une petite fraction des bactéries. Mais ça va tuer la fraction des bactéries qui est essentielle pour le reste de l'organisme. Et l'exemple est relativement simple. Dans ce tube digestif qui va de la bouche à l'anus, vous avez un gradient d'oxygène, un gradient d'acidité et un gradient de molécules toxiques pour les bactéries qu'on appelle des acides biliaires, c'est ce qui nous permet de digérer le gras, la fameuse bile. Ces trois composés sont toxiques. L'oxygène est toxique. Oxygène, oxydation, et l'oxydation c'est toxique pour l'organisme. Évidemment, nous avons tous énormément de défenses antioxydantes qui permettent d'éviter l'oxydation due à l'oxygène. D'où le nom de cet oxygène, parce que ça oxyde. Alors oui, il n'y a rien d'autre que ça. Eh bien, cet oxygène est toxique pour 90% des bactéries intestinales. Ce qui fait que si vous tuez les 10% de bactéries qui ne sont pas tuées par l'oxygène, qui même mangent cet oxygène, qui capturent cet oxygène, qu'on appelle des bactéries aérobies, eh bien, les autres bactéries vont se trouver avec l'oxygène qui vient de l'alimentation, la boisson, etc. Vont se trouver, cet oxygène va se trouver dans la lumière intestinale au contact avec les bactéries anaérobies qui meurent en réponse à l'oxygène. Et donc, elles vont mourir. Et donc, en enlevant la couche superficielle protectrice, toutes les autres vont mourir par l'action la plus simple, qui est l'oxydation, qui est la destruction des êtres vivants par oxydation. Quand vous mettez de l'eau oxygénée, pour simplifier, sur une plaie, vous allez le tuer avec des radicaux oxygénés libres extrêmement toxiques, très très oxydants. Quand on met de l'eau oxygénée dans la piscine, ceux qui ont les piscines pour tuer toutes les bestioles, ça ne fait rien d'autre qu'oxyder tous les êtres vivants, y compris notre doigt sur le nez dedans. C'est extrêmement toxique. Eh bien, ça fait ça. Donc en fait, ces fameuses bactéries ne pourraient vivre s'il n'y avait pas les autres bactéries qui permettent de vivre en écologie
capturant l'oxygène. C'est également vrai pour l'acidité de l'estomac. C'est également vrai pour ces fameuses billes, ces acides biliaires qui sont des antibiotiques, on va les dire, naturels. Dernier exemple, ceux qui boivent du vin rouge, ceux qui aiment le vin rouge, ceux qui ont une culture du vin rouge, je pense qu'il y en a plusieurs dans la salle, vous savez qu'il y a des fameux polyphénols dans ce vin rouge. Les polyphénols, on entend parler beaucoup, le French paradoxe, c'est-à-dire on a beau manger du cassoulet, si on boit quelques verres de vin rouge, on est protégé. Une grande discussion, j'allais dire jupitérienne, actuellement, c'est le cas de le dire, pour savoir s'il faut boire du vin ou pas, c'est bon ou pas pour la santé. En tant que scientifique, on sait que des polyphénols sont capables de modifier le microbiote. Si vous avez une maladie, obèse, diabétique ou un risque cardiovasculaire, vous avez probablement un microbiote dysbiotique, c'est-à-dire anormal, pour simplifier. Le fait de boire du vin rouge, comme dans le cas de ce qu'on appelait le French paradoxe, c'est-à-dire on mange un cassoulet mais on meurt moins d'accident cardiovasculaire parce qu'on est protégé par le vin rouge, a été proposé comme étant dû à des polyphénols du vin qu'on appelle le resveratrol, pour simplifier. Ce resveratrol provient de la peau, des raisins rouges. Et en effet, c'est pour le raisin un antibiotique naturel qui évite à un certain nombre de bactéries de cultiver, de pousser sur le raisin. Et donc vous avez dans la nature énormément d'antibiotiques naturels que nous mangeons, notamment dans les plantes. Pourquoi ? Parce que les plantes produisent des antibiotiques pour éviter que les bactéries les colonisent et les dégradent. Il n'y a pas besoin de pulvériser de partout énormément d'insecticides ou de pesticides. Les plantes avaient déjà prévu ça. Évidemment, là, on n'a fait que prolonger cet effet-là. Et donc, quand on boit un verre de vin rouge, on boit des polyphénols, qui sont des molécules antibiotiques naturelles qui vont éliminer, entre guillemets, notre mauvais microbiote et restaurer un microbiote normal. Donc, c'est ce qui pourrait expliquer ce fameux French paradoxe et la réduction des accidents cardiovasculaires chez le patient à risque, notamment obèse diabétique, en éliminant une partie du mauvais microbiote qui l'habite. Après, si vous êtes mince et en bonne santé, vous pouvez aussi boire du vin rouge. Je ne peut-être pas le bénéfice de ça, mais au moins le bénéfice gustatif. Et donc, pour revenir à nos fameuses 18 espèces, elles ont été sélectionnées au cours de notre évolution par notre environnement, notamment ce que nous mangeons. Et ces espèces ont besoin des autres, mais c'est dans la diversité des autres espèces bactériennes qui nous habitent qui caractérise notre unicité. Nous sommes tous différents, voire même si nous étions jumeaux avec exactement les mêmes gènes. Vous savez, les fameux jumeaux type où l'œuf s'est coupé en deux, et c'est exactement un œuf qui a donné deux êtres vivants, deux êtres humains. Eh bien, même ces jumeaux pour lesquels les gènes sont absolument identiques n'ont pas le même microbiote. Ils n'ont pas le même microbiote entre eux, mais par contre, leur microbiote ressemble beaucoup plus à celui de leur mère qu'à celui de leur frère homozygeux, c'est-à-dire avec les mêmes œufs. Donc, des études ont commencé à sortir depuis un grand nombre d'années là-dessus maintenant, et ont validé ce concept. Ce qui veut dire que l'héritage que nous avons de nos parents est beaucoup plus fort d'un point de vue de ce qu'il y a à côté, c'est-à-dire les bactéries, plutôt que ce qu'il y a dans le génome en soi, dans l'être humain, ce qu'il a transféré en termes de chromosomes. Donc vous voyez, ça va relativement loin dans le concept. Donc ces 10 espèces sont absolument essentielles. Et donc sur cette femme, il convient de tenir une signature individuelle. Nous sommes tous différents, parce que nous avons tous récupéré l'environnement et nos parents, combinaisons complexes et variables. Mais qui sommes-nous et que sommes-nous? C'est un grand nombre de questions que nous posons aujourd'hui. Alors, si on représente des individus maintenant par des codes couleurs, pour simplifier plutôt que par des noms, voilà des individus, on va dire, de cette salle, apparemment en bonne santé. Il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre. On a tous des proportions bactériennes différentielles, à part ces 18 petites espèces qui sont cachées dans la masse des centaines d'espèces qui nous habitent. Et donc on est tous différents, même si on a tous des similitudes. Par contre, ce que nous avons d'identique, ce ne sont pas les noms des bactéries, mais ce sont les fonctions bactériennes. Et quand on analyse ce que font ces différentes bactéries, on a des fonctions similaires, et heureusement. Alors, il y a donc, par rapport à cette diversité bactérienne, évidemment, un enjeu sociétal majeur qu'on appelle des biomarqueurs. Des marqueurs capables de prédire la maladie, de prédire la bonne santé, de prédire les risques multiples et variés, voire même de prédire le QI d'un enfant.
C'est de l'intelligence artificielle déjà prévue par le microbiote. Comme je vous disais tout à l'heure, les neuromédiateurs produits par les bactéries, les molécules complexes sont capables d'influencer notre cerveau intestinal qui influence notre cerveau cortical. Et donc, somme toute, on pourrait, par intelligence artificielle, manipuler, ou par biologie moléculaire non artificielle, manipuler finalement l'être humain et en identifier des biomarqueurs capables de déterminer qui nous sommes et ce que nous allons devenir. C'est aujourd'hui ce qui est fait. Les grandes études de cohorte, prospectives, non pas rétrospectives, sont capables de tenter d'identifier ce que nous allons devenir. Évidemment, il faut du temps si on veut savoir dans 20 ans ce qui se passe, pas attendre 20 ans. Mais ça, depuis une bonne quinzaine d'années que ça a commencé. Alors c'est important, pourquoi? Parce que d'un point de vue sociétal, les agences de santé, voire même les pires, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, les assureurs, commencent à regarder le prêt pour savoir si aujourd'hui vous avez un risque de faire une tumeur ou un accident cardiovasculaire, ce qui coûtera plus cher aux assurances qu'à notre portefeuille. Donc on a des dérives comme ça, éthiques. On a des spécialistes de l'éthique dans la salle. Nous avons des dérives éthiques qui sont importantes à prendre en compte. Donc sur cette base-là, la société a un rôle à jouer absolument essentiel. En termes de chiffres, sur ces biomarqueurs capables de prédire ou de caractériser, de classifier, au-delà de l'intérêt que ça peut avoir pour la santé, il y a également un intérêt sociétal. Vous voyez quelques chiffres, ici ça prend des milliards d'euros, avec des termes qu'on a déjà utilisés, ce qu'on appelle les big data, et des omics pour les plus scientifiques d'entre nous, et l'importance de ces biomarqueurs dans les marchés d'émergence, biomarqueurs de tout, de la santé, de l'évolution, de votre évolution sociétale, de votre évolution professionnelle, familiale. À partir du moment où je contrôle qui je suis et ce que je suis, je peux contrôler mon développement au sein d'une société, etc. Nous avons ici un concept de diversité, il y a tellement de bactéries, de gènes différents en nous, beaucoup plus que de gènes, que notre cartographie pourrait remplacer l'empreinte digitale, l'empreinte rétinienne, la carte d'identité que l'on a. Assez rapidement, on déposera une goutte, j'allais dire, de notre microbiote sur un système biologique qui sera infalsifiable, parce que génétique, incopiable, et d'une précision absolue. Voire même, on serait capable aujourd'hui de mettre toutes les données actuellement accumulées dans des disques durs, d'ordinateurs, on pourrait les mettre dans des tubes à essai avec des gènes bactériens tellement la diversité est grande. Le gros avantage, c'est que l'on sait multiplier tous les gènes bactériens à l'identique d'un tube à l'autre, dans des quantités faramineuses, à des vitesses faramineuses, et pour des coûts relativement faibles. Alors que copier des disques durs, c'est beaucoup plus cher, et ça épuise les ressources naturelles, notamment métaux rares. Donc ça va, d'un point de vue sociétal, beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer d'un point de vue médical. Donc, des marchés mondiaux en croissance, beaucoup d'entreprises, de sociétés s'en intéressent, et avec des répartitions dans le monde qui sont, ici, pour un certain nombre de maladies importantes, considérées avec une grande instance. Donc, il y a un grand nombre de maladies pour lesquelles maintenant les sociétés, les entreprises, les sociétés humaines, les entreprises pharmaceutiques et les industriels considèrent le marché des biomarqueurs sur la base des bactéries. Donc on a ici quelques grands noms que j'ai empruntés simplement pour mettre en évidence le poids sociétal et industriel du concept. Alors, donc cet intérêt pour l'état de santé des biomarqueurs est amplement clair, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue médical. On va reprendre un exemple, parce que je suis quand même scientifique, on va prendre un exemple scientifique de cet intérêt économique, socio-économique, du domaine des biomarqueurs basé justement sur cette diversité bactérienne. Donc c'est en anglais, excusez-moi, je pense que vous comprendront. Dans cet article, il a été recherché un biomarqueur qui pourrait être important en clinique pour dépister une maladie, ou diagnostiquer une maladie qu'on appelle la fibrose hépatique. C'est-à-dire, en gros, quand vous vous coupez sur le bras, vous avez une cicatrice, et bien à l'intérieur de l'organisme, quand le foie souffle, il fait des cicatrices, quand le cœur souffle, il fait des cicatrices, et forcément, ces cicatrices, c'est pas beau, certes, mais surtout, ce n'est pas de la matière, ce n'est pas un organe fonctionnel. Ce sont des cellules de réparation qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas la fonction qu'elles avaient quand elles étaient hépatocytes, c'est-à-dire foie. Et donc,
le seul moyen que l'on ait de manière assez fidèle de savoir si on est atteint de cette maladie de fibrose hépatique, c'est de faire une biopsie hépatique. Ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire tous les jours, certes, surtout qu'il doit y avoir un suivi relativement chronique. Et donc, on souhaiterait avoir des biomarqueurs qui soient capables de diagnostiquer très clairement. Or, comme cette fibrose hépatique a été démontrée comme ayant au moins en grande partie comme origine une variabilité du microbiote intestinal, on s'est dit peut-être qu'il y aurait des biomarqueurs dans le microbiote intestinal qui nous permettraient de diagnostiquer ça de manière très efficace. Donc, je vous passe une longue histoire scientifique pour vous mettre en évidence sur ces graphes. Alors, en haut, vous voyez rien parce que c'est tout petit. Ce sont les noms des bactéries, mais c'est disponible, hein, vous les cachez, c'est parce que c'est disponible. Voilà, vous avez le nom des bactéries avec les individus dans cette cohorte, sans fibrose, avec fibrose, sans fibrose, avec fibrose. Et vous avez une représentation ici simplifiée, rouge et vert. Les patients avec fibrose sont caractérisés par les bactéries rouges et sans fibrose par les bactéries vertes. Une petite anecdote, sans trop rentrer dans les détails scientifiques, ce ne sont pas vraiment les bactéries que je vous représente ici, ce sont des fragments d'ADN bactérien. Donc, par les analyses moléculaires, on est capable de séquencer l'ADN bactérien, évidemment. On est capable de le faire dans la matière fécale, c'est évident, mais également dans des prélèvements sanguins où il y a des fragments d'ADN bactérien qui sont passés. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a la diversité des bactéries dans l'intestin, les fluorescentes, puis les cellules bleues eucaryotes et au milieu le mucus. Et qu'il y a un garde-barrière, un système immunitaire qui va filtrer qui passe pas. Dans la fibrose hépatique, ce garde-barrière est altéré et il va laisser passer, entre guillemets, n'importe qui. Et ces n'importe qui passent vont, au moins en partie, être responsables de la pathologie fibrose hépatique. Et par ce simple raisonnement, on est capable de mesurer les fragments d'ADN bactérien dans le sang de celles qui sont passées de la lumière intestinale vers le sang, même si elles ont été détruites, qui sont le stigmate de leur passage, et qu'on va utiliser comme biomarqueur. Donc aujourd'hui, on peut, avec un grand écart de confiance, être capable de remplacer la biopsie en mesurant un des agents causaux de la fibrose hépatique, puisqu'on regarde le bactéries. Alors, donc diagnostic, pour remplacer la biopsie hépatique, il suffit de mesurer un certain nombre de ces paramètres. Donc, une diversité du microbiote intestinal en tant que biomarqueur d'un certain nombre de maladies, j'en ai pris un exemple, mais on pourrait les multiplier, non pas à foison. Par exemple, il y a un exemple qui est assez surprenant, qui a été publié récemment, c'est qu'on est capable, aujourd'hui, avec une prise de sang, en mesurant certains fragments d'ADN bactérien, on est capable de savoir si entre 6 et 9 ans, c'est long, 6 et 9 ans, on va devenir diabétique de type 2, alors qu'on est apparemment en bonne santé. Et donc, c'est pas du oui-non, évidemment, il y a ce qu'on appelle un facteur de risque, mais ce facteur de risque est statistiquement assez puissant pour dire vous avez X pourcentage de chance de devenir diabétique de type 2 parce que vous avez aujourd'hui dans votre sang circulant des fragments d'ADN bactérien qui sont le témoin qu'il se passe quelque chose au plus profond de vous-même qui représente un risque pour devenir diabétique. Donc, agissez, modifiez un certain nombre de paramètres dans votre vie. Ce qui peut représenter, d'un point de vue économique pour la société, mais d'un point de vue humain, un gros avantage que de le savoir afin de se prendre en charge. Alors, ce rôle pour la santé, on en a discuté en tant que biomarqueur. Maintenant, on va partir, on finira juste dans le vif du sujet, sur les maladies associées à ça. Alors, si on considère aujourd'hui les différentes fonctions qui sont représentées là, qui sont en lien avec le microbiote, différentes, il y en a plus que ça. On a ici, finalement, pratiquement tout l'organisme qui, de près ou de loin, dont le développement est de près ou de loin sous l'influence du microbiote intestinal. Et si on considère les maladies, et c'est une liste absolument pas exhaustive, je pourrais m'amuser à en rajouter, pas un peu tous les jours, mais au moins tous les mois, on a une somme de maladies, vous voyez dans les petits points, on peut rajouter plein de choses, le cancer, je passe des meilleurs, pas de cancer non plus, qui mettent en évidence que ces maladies ont de près ou de loin, voire de près, pour origine une altération du microbiote intestinal. Encore une fois, il ne faut pas s'alarmer au-delà de ça, on sait qu'il y a des causes là-dedans, mais on a une écologie microbienne et une écologie immunitaire qui nous permettent, de manière très intime, de lutter contre les dérives. On peut se permettre d'avoir une dérive de notre
notre microbiote, donc j'allais que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, et revenir, entre guillemets, à une eubiose, c'est-à-dire une écologie bactérienne stabilisée, donc une immunité stabilisée, donc un risque de maladie pas trop important. Mais les excès, évidemment, conduisent dans tous les sens. Hein. On entend 5 légumes par jour, oui, très bien, mais pas 6, 7, 8, 10, parce que là, on va dans le sens inverse. Et pas n'importe quel fruit. Donc, si on prend quelques exemples de maladies, cette fois-ci, après les biomarqueurs, dont une relativement claire, parce que je parle dessus, vous en doutez, qui est très intuitive en termes de microbiote, l'évolution de l'obésité, du diabète de type 2, c'est-à-dire de l'adulte, et des complications cardiovasculaires associées. Alors, quand on apprend ça, on montre cette carte mondiale, et avec les incidences et les évolutions pour 2020, 2030, mais c'est bientôt 2030, du nombre d'individus obèses ou diabétiques de type 2, peu importe. Hein. C'est la même tendance, cette carte assez claire. Quand on voit l'évolution du nombre par rapport au nombre d'années, il est évident que ça ne peut pas être des mutations génétiques dans notre organisme qui ont changé ça. Alors on dit on mange plus, mais pourquoi on mange plus? On a modifié notre microbiote qui fait qu'on mange plus. Ah, donc le microbiote. Et en fait, ce que l'on recherche, tout simplement, c'est un agent infectieux, entre guillemets, d'un point de vue sociétal, un agent infectieux, puisqu'il y a une pandémie, c'est-à-dire un développement rapide et mondial de l'obésité et du diabète cardiovasculaire. Finalement, c'est peut-être un agent infectieux qu'on a recherché pendant longtemps. Alors, les laboratoires pharmaceutiques n'ont jamais réussi à le trouver parce qu'ils cherchaient un agent isolé, une bactérie, et faire un antibiotique isolé, précis contre une bactérie. Ça n'a jamais marché. Par contre, maintenant qu'on sait que finalement cet agent infectieux c'est une armée, une écologie différente, on ne peut pas faire un antibiotique contre toute une écologie de manière très précise, disséquée de manière chirurgicale. Donc les laboratoires pharmaceutiques et les chercheurs comme nous, on recherche des causes un peu plus pléiotropes, mais tout au moins contrôlées, c'est la difficulté de tout ça. Donc cet agent infectieux, il a été démontré comme causal. C'est important, la causalité, c'est même essentiel. On a regardé ce qu'on appelle l'évolution du poids, on va le voir, de souris dites, lorsqu'on passe aux souris qui font l'expérience, évidemment, de souris dites conventionnelles par rapport à des souris qui étaient axéniques, dont je parlais quand on est à la naissance, c'est-à-dire sans bactéries, qui habitent dans des couveuses, avec des boîtes à gants relativement classiques, dans une ambiance entièrement stérile. On a fait manger un régime gras à ces souris, soit conventionnelles, soit sans bactéries, et c'était en 2004, et l'on a vu que seules les souris conventionnelles, c'est-à-dire les souris des champs pour simplifier, étaient capables de grossir, alors que les souris sans bactéries grossissaient beaucoup moins. Et donc quand on a vu en 2004 ce premier article, on a eu une sorte de révélation comme quoi on était sur la piste d'une immense découverte qui nous disait les bactéries de l'intestin contrôlent notre poids. C'est pas quelque chose de très intuitif, on savait que ça contrôlait l'alimentation, les douleurs, etc. On savait que ça contrôlait l'inflammation intestinale et les maladies inflammatoires de l'intestin. Mais le poids et le diabète, on n'y pensait pas. Et en effet, ces souris axéniques résistent au développement de l'obésité. Après, grand nombre de travaux ont démontré les mécanismes moléculaires. On a commencé au laboratoire à identifier les premières molécules bactériennes qui étaient causales de l'obésité, du diabète, et il y en a pléthore aujourd'hui. Donc, on a commencé cette démonstration de la causalité chez l'animal. Après, ça a été relayé chez l'homme. Et les expériences les plus farfelues ont été faites. Donc, chez l'animal, quand il n'y avait pas de bactéries, on ne grossissait pas. Quand il y avait, on grossissait, donc c'était vraiment la faute des bactéries. Chez l'homme, c'est pas évident, on ne va pas. Quoique, on pourrait faire une expérience chez l'homme, c'est toujours un peu plus délicat, ça commence à être fait. Donc, on a fait une expérience assez originale. On a pris le microbiote de l'être humain, obèse ou mince, et on l'a mis dans des souris dites axéniques qui n'ont pas de bactéries. Alors, c'est facile, ce sont des tubes à essai vivants, il n'y a pas de bactéries, donc on les remplit. Et quand on a fait ça, des bactéries parfaitement minces sans bactéries, des souris parfaitement minces sans bactéries, ont été colonisées par le microbiote d'un patient obèse, et les souris ont grossi. Ce qui commençait à démontrer que le microbiote de l'obèse était capable de coloniser, entre guillemets, contaminer une souris qui, elle, à son tour, allait grossir, parce que l'information de l'obésité résidait au sein du microbiote qui a été transféré. Donc ces expériences qui ont eu lieu dans les années 2010 ont été les premières démontrant la causalité du microbiote intestinal. Ça a marché pour
l'obésité, ça a marché pour le diabète, ça a marché pour la stéatose hépatique, le foie gras, ce qu'on appelle chez l'homme. Le canard, ce n'est pas une maladie, hein. On en a besoin pour migrer. Et donc, on avait ces premières démonstrations de causalité. Et on voulait savoir donc, si ces microbiotes des sujets diabétiques, obèses étaient différents, parce qu'on en avait entendu parler, on l'a séquencé, et on a analysé par des outils mathématiques. Alors, ce qu'il faut représenter ici, c'est que chaque individu est un point, un carré en l'occurrence, qui est caractérisé par sa carte d'identité du microbiote. C'est-à-dire que quand deux individus appartiennent au même groupe, c'est que les cartes d'identité se ressemblent, on veut dire qu'ils sont du même pays. Et quand dans les autres groupes sont séparés, c'est-à-dire que la différence est plus marquée pour des groupes d'individus. Donc on les a représentés en couleur de manière artificielle, mais on voit qu'ici cet individu pourrait appartenir au groupe dit des diabétiques, mais il se trouve qu'il fait partie du groupe des obèses non diabétiques. Donc il n'est pas impossible que très bientôt il puisse devenir diabétique puisqu'il a déjà un microbiote qui ressemble au diabète. Alors d'un point de vue clinique, c'est important. On est capable d'analyser ce microbiote de ce sujet qui est déjà obèse. Il va peut-être devenir diabétique ou pas forcément. Il y a des gens qui restent obèses sans jamais devenir diabétiques. Mais il a un microbiote qui lui dit qu'il ressemble déjà à un sujet diabétique. Donc il est possible qu'il devienne diabétique. Donc s'il ne veut pas être sous traitement tout le reste de sa vie, peut-être qu'il y a un effort à faire de conditions hygiéno-diététiques parce que cette personne aura été identifiée. Et on voit alors dans l'intestin qu'on est capable de regrouper des patients différents et les obèses ressemblent étrangement au contrôle. Ce qui suggérerait que l'obésité n'est pas encore une maladie, mais est en voie de devenir une maladie qu'on appelle plutôt le diabète. Et après le diabète, les accidents cardiovasculaires qui sont un quatrième groupe encore plus marqué. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Alors, on est capable de donner la carte d'identité précise du microbiote caractérisant un témoin, c'est-à-dire non diabétique, ou un diabétique de type 2. Et les bactéries mères, vous avez le nom ici, et on va regarder là, des bactéries qui, si on les mesure, sont associées à l'état diabétique. Alors, c'est encore plus simple de mesurer au bout du doigt une goutte de sang, savoir quelle est la glycémie, certes. Pour le diabète, ça se voit, pour l'obésité, une balance pour faire l'écart. Mais pour une insuffisance cardiaque, ça devient un peu plus compliqué. Pour un cancer, il faut faire des examens encore plus difficiles. Et somme toute, si on pouvait le savoir avant, comme je montrais sur ce patient couleur orange qui appartient au patient au groupe vert, sachant quelle couleur c'était, qu'il a un risque de devenir diabétique, alors ça devient beaucoup plus intéressant d'un point de vue clinique. Et c'est à ce stade que l'on en est. Le dépistage, la caractérisation et la causalité. Et en effet, si l'on connaît les responsables, on peut alors identifier leurs fonctions et en dériver des molécules pharmaceutiques qui vont contrôler ce développement et ces maladies. Donc, une identification précise des bactéries différentes est aujourd'hui faite. Alors, pour protéger, donc maintenant qu'on sait la causalité, on sait les repérer, pour protéger contre une maladie, il faut en comprendre le rôle, il faut savoir où est-ce qu'on agit. C'est un principe de pharmacologie assez clair. Donc, on a eu une hypothèse, on dit c'est qu'il y a un passage bactérien de l'intestin vers l'organisme qui est capable d'induire, on a vu la fibrose hépatique, mais potentiellement d'autres maladies. Et il y a donc en fait, en plus des bactéries qu'on a à l'intérieur de notre tube digestif et sur notre peau, des bactéries dites intracellulaires qu'on a nommées sous forme de mitochondries. Et finalement, il y a en plus de ces mitochondries d'autres bactéries, on va le voir, qui habitent notre organisme et qui ont réussi à passer. Je vous remets ce principe-là. Et maintenant, je vous pointe un certain nombre de colonies rouges là, qui proviennent de là, qui sont des bactéries qui commencent à vouloir passer cette fameuse frontière. Mais où vont-elles et que font-elles? Ce qui va être la base alors de la solution pharmaceutique. Que font-elles? Si on reprend l'obésité et le diabète, je prends ici un tissu, qu'on appelle un tissu adipeux, avec des adipocytes qui sont des grosses cellules pleines de triglycérides, de gras. Et on voit très clairement ces grosses cellules ici, dans ce tissu blanche, et au milieu des petites cellules, qui sont les cellules immunitaires. Il y a lymphocytes, des phagocytes, des globules blancs, pour simplifier. Eh bien, ces cellules immunitaires, chez un sujet non diabétique ou non obèse, n'ont rien à faire là. Ils n'y sont pas, ou en très petit nombre. Par contre, chez un sujet diabétique, il y a un regroupement et un afflux de ces cellules immunitaires. Si elles sont là,
c'est qu'elles ont repéré un agent qui vient de l'extérieur, notamment une bactérie. Donc il était suggéré que les bactéries puissent être présentes. Et en effet, l'idée c'était que l'intestin, des fragments bactériens puissent entrer dans l'organisme, choisir un tissu, c'est vrai pour le foie, on l'a dit tout à l'heure, pour le tissu adipeux, pour le muscle, voire pour le cerveau, notamment dans la maladie d'Alzheimer, et ces fragments-là vont générer une inflammation toxique pour le tissu qui va perdre ses fonctions. Et normalement, le concept suivant, c'est que finalement, un déséquilibre alimentaire et également une propension, une sensibilité génétique, va alors modifier le système immunitaire et microbien pour agir sur des fonctions de tissu. Et on va avoir cette dysbiose intestinale qui va être le lien moléculaire manquant, générant des molécules bactériennes qui vont se retrouver dans les tissus. Donc ceci incrimine le fameux rôle, dont vous entendrez parler a posteriori, du système immunitaire. Nous avons ici des cellules de l'intestin qui forment ces fameuses villosités. Là, c'est la lumière intestinale, là, c'est l'intérieur de l'organisme. Et ces fameuses cellules, et à l'extérieur, vous avez le mucus qui est un vert fluorescent tout à l'heure. Et vous avez tout un tas de cellules immunitaires qui sont les gardiens, qui contrôlent la carte d'identité de chacun, certains passent, d'autres ne passent pas. Et en effet, si on a une anomalie de l'équilibre d'une certaine catégorie de cellules immunitaires, ici représentées au moins en toute petite partie, alors vous avez les bactéries, dont on voit les noms ici, ou les agents bactériens, qui vont modifier cet équilibre immunitaire et probablement passer dans l'organisme et commencer à jouer un rôle pathologique. Comme on l'a vu, elles vont s'accumuler dans les tissus, les cellules, les globules blancs des tissus vont les voir, vont générer des molécules de stress et vont commencer à endommager les fonctions organiques de ces organes et dérégler l'organisme. Si j'arrive à... Donc, ces fameuses cellules immunitaires intestinales, enfin un tout petit peu de sciences immunitaires, ont été mesurées. Donc voilà un certain nombre de noms de cellules, peu importe, des lymphocytes, avec des gènes lymphocytaires. Et en fait, ce qui est important, c'est de voir que dans l'intestin de souris prédiabétiques et diabétiques, il y a une diminution du nombre de certaines cellules immunitaires lymphocytaires capables de produire des molécules, on appelle IL-17, peu importe, qui vont alors être impliquées dans la défense. Et donc, si finalement, au cours du développement du prédiabète, voire du diabète, on a une diminution de notre défense intestinale, les bactéries de la lumière intestinale vont commencer à passer en ordre dispersé, anarchique pratiquement, pour aller dans les organes et être délétères, d'où on trouve dans le dépôt graisseux des globules blancs qui vont essayer de les éradiquer. Mais en voulant éradiquer ces bactéries qui sont passées, évidemment, il va y avoir ce qu'on appelle des dégâts collatéraux. Et l'organe en soi va recevoir ces dégâts collatéraux, va en souffrir, certaines cellules vont mourir, et il va donc cicatriser et faire ce qu'on appelle ces fameuses fibroses, c'est-à-dire des cicatrices dans l'organe. Et dans le foie, on a vu que ça donnait une maladie, la fibrose hépatique, qui à terme aboutira, dans une petite proportion, à un cancer du foie, donc des choses assez graves. Et donc là, ce principe un petit peu dans tout l'organisme, tout simplement parce que, qu'un défaut de barrière intestinale immunitaire a été mis en place, et les bactéries qui ne devaient pas l'être sont passées. Et donc, on a pu dire que l'induction du diabète, en l'occurrence de type 2, de l'adulte, réduit les défenses immunitaires intestinales et notamment ces fameuses cellules qui produisent une molécule qui va améliorer les défenses. Donc, cette molécule n'est plus produite, les défenses tombent et on a une certaine toxicité. Ce qui aboutit à dire que finalement, ces bactéries intestinales, une partie d'elles, d'entre elles, vous voyez dans les matières fécales de l'intestin, vont transloquer, vont passer, et si on quantifie, on mesure quelles sont les bactéries qui sont présentes, ou les fragments bactériens qui sont présents dans un tissu. Vous avez ici le tissu adipeux. Voilà l'organisation écologique des bactéries de l'intestin. Et vous voyez qu'on a une autre organisation écologique des bactéries dans un organe donné, dans un tissu adipeux. Et cette autre organisation, elle est soit bénéfique, parce que l'organisme est en bonne santé, soit délétère, parce que l'organisme n'est pas en bonne santé. Et donc, cet intestin en mauvaise santé va laisser passer des bactéries délétères. Et c'est cette différence ici que l'on va cartographier, comme on a vu tout à l'heure pour le foie, que l'on va cartographier dans un tissu et qui va dire qu'on a un risque, soit d'être déjà malade, donc c'est plus un risque, c'est un état, soit un risque de devenir malade. Donc on a des bactéries ou des fragments de bactéries à l'intérieur de notre organisme, et donc l'action thérapeutique consisterait dans le blocage de ce passage, ou dans la restauration
d'un passage coordonné au niveau de l'intestin. Si l'on considère donc, ce que je viens de dire et que l'on compare des patients minces avec des patients en surpoids et des patients obèses, on a ici la cartographie des bactéries dans le tissu adipeux, le tissu graisseux de ces trois groupes de patients. Et l'on voit l'évolution, ça c'est ce qu'on appelle un microbiote tissu adipeux normal, on va dire pour simplifier. Et on a un microbiote ici du patient en surpoids et surtout du patient obèse. Et vous avez ce groupe bactérien qui s'accumule, qui est en fait celui-là, avec le nom de cette bactérie-là qui s'accumule dans le tissu adipeux d'un obèse et qui va commencer à générer de la pathologie, donc des soucis moléculaires qui vont faire que le tissu adipeux de l'obèse, que va-t-il faire? Eh bien, les cellules précurseurs, ce qu'on appelle les adipocytes, pour donner le tissu adipeux, vont se mettre à proliférer en grand nombre, et en proliférant, elles vont être capables de donner plus de cellules graisseuses. Les cellules graisseuses, elles vont capturer plus d'énergie, et en capturant plus d'énergie, elles vont grossir, et ça va s'appeler l'obésité. Mais en même temps qu'elles font ça, elles vont également sécréter d'autres molécules de stress, puisqu'elles sont stressées par les bactéries, et ces molécules de stress vont induire le diabète, pour simplifier, ou des facteurs de risque cardiovasculaire importants. Donc on a des réactions en chaîne, et on est capable de mesurer un certain nombre d'acteurs. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Alors, la photo est un peu grosse, voilà, elle arrive. Si maintenant je vous guide par la main, pas à pas, de la lumière intestinale vers le tissu adipeux par exemple, on a représenté ici en bleu toujours les cellules de l'autre, nos cellules à nous. Là, nous sommes dans la lumière intestinale, on voit en fluorescent le mucus, et nous avons utilisé un artifice pour voir ces bactéries qui vont avancer dans l'organisme, qui est d'avoir coloré avec un fluorochrome vert fluorescent des bactéries. On l'a mis dans le tube à essai, et on a simplement administré chez les souris, évidemment par voie orale, des bactéries fluorescentes que l'on va pouvoir tracer. Et on les voit ici fluorescentes. On a également identifié les cellules immunitaires en rouge, que l'on voit ici. Et si l'on prend une souris diabétique et qu'on la garde avec une bactérie fluorescente, pour voir où elle va aller, on voit ce type d'image. On a donc des cellules de l'épithélium qui nous protègent, intestinales, et l'on a une cellule immunitaire qui s'est rapprochée d'une cellule verte d'une cellule bactérienne. Si on fait un fort grossissement, on s'aperçoit que la cellule verte est très proche de la cellule rouge immunitaire, voire même, une fois qu'elle est dans la cellule, elle devient jaune. Et vous avez en fait une bactérie qui a été capturée par un globule blanc, on va dire, qui est allé se servir dans la lumière intestinale. Jusqu'ici, il fait son rôle de défense, c'est relativement normal. Si on continue dans le temps, ça prend une vingtaine de minutes, quand on regarde un peu plus après 30-40 minutes, on voit ce type d'image. Donc on a les fragments d'intestin avec des bactéries eucaryotes, et là c'est l'intérieur de l'hôte. Ça c'est la lumière intestinale, et puis on voit des cellules rouges, voire même des cellules vertes. Si on grossit encore plus, voilà ce qu'on voit. On voit l'intérieur d'une villosité intestinale, donc ça c'est la lumière extérieure, hein, et ça c'est l'intérieur de l'organisme. On voit des phagocytes avec à l'intérieur en fluorescent énormément d'ADN bactérien. Et donc ces globules blancs ont capturé dans la lumière les bactéries et commencent à les rentrer dans l'organisme. Et si on regarde un peu plus intensément, on voit qu'à l'intérieur de cette cellule, il y a énormément de fluorescence. Il y a énormément de bactéries qui ont été capturées. Mais où vont ces bactéries? 2 heures plus tard, on retrouve ces bactéries fluorescentes dans des cellules immunitaires rouges. On les retrouve où? Dans le tissu adipeux. Et en fait, il faut à peu près 2 heures dans une souris diabétique pour que les bactéries de la lumière intestinale arrivent dans le tissu adipeux. On voit ici. Et donc, à ce moment-là, commencent à être délétères. Mais on les voit à l'intérieur des globules blancs. Elles ont été transportées par les globules blancs de l'intestin vers le tissu adipeux, et là, elles commencent à être délétères et générer des molécules qui vont favoriser la prolifération du tissu adipeux et à terme les molécules diabétogènes, etc. Et donc, pour résumer, on a ici des cellules immunitaires qui vont capturer les bactéries de la lumière, qui vont rentrer en discussion avec d'autres cellules immunitaires qu'on appelle des lymphocytes, qui eux vont être la mémoire de ce qui se passe.
et qui vont sécréter un certain nombre de molécules, dont cette fameuse interleukine 17 qui va être impliquée dans la défense, c'est-à-dire dans le message qui va dire « vous, bactéries, vous restez dehors, vous êtes bien, vous connaissez bien, mais vous restez dehors ». Et au cours du diabète, il y a une baisse, comme on a vu, de la production de cette molécule, et donc ce message-là va être altéré, et ces cellules-là, qui contiennent des bactéries, parce qu'elles ont phagocyté, vont alors aller dans le tissu du peu et générer cette fameuse inflammation et ces aspects délétères. On a ici une réduction, ce qu'on appelle la coactivation de l'apport, pour une augmentation de la translocation bactérienne. Et donc le diabète diminue la production de ces lymphocytes, de ces hormones, interleukines, qui vont alors nous empêcher de nous défendre correctement et les bactéries, quelque part, envahir, entre guillemets, les tissus de l'organisme. Ainsi, le schéma est le suivant. En réponse dans un état de santé classique, dans une nutrition équilibrée, il y a alors une action sur le microbiote, qui est ici en bonne santé, et les messagers vont faire que les cellules immunitaires ici vont induire une sorte de mur entre l'intérieur, la partie luminale de l'intestin et l'autre, un mur caractérisé par un certain nombre de molécules. Et donc ce microbiote ne va pas pouvoir passer à l'extérieur. Si nous changeons de conditions nutritionnelles, on va changer la qualité de notre microbiote. Ce microbiote va avoir pour impact de modifier le système immunitaire, qui va alors modifier la quantité de molécules de défense produites, si bien que le mur de défense va disparaître, et ces bactéries vont alors se transloquer vers les tissus périphériques et générer donc des signaux de stress qui vont induire la maladie. On a ainsi je n'avais pas la démonstration, mais l'hypothèse qui reste, on va démontrer, même si on a énormément de travaux, qui permettent de mettre en évidence que le diabète de type 2 a pour origine un changement du microbiote ainsi que l'obésité et les complications cardiovasculaires. Donc, sur ce cas de connaissance, maintenant, donc on connaît des mécanismes, on connaît des molécules. Quels sont les outils de protection? On ne va pas traiter l'obésité et le diabète avec des antibiotiques pendant 20 ans. Ça n'a pas de sens. On n'arrive pas à demander, du point de vue clinique, à ces gens de manger de manière plus équilibrée et d'avoir une activité physique. Donc, il nous faut des outils pharmacologiques. Eh bien, puisqu'on parle d'obésité, de microbiote et d'antigène, finalement, on s'est pris au jeu de savoir si finalement on ne pouvait pas vacciner contre les bactéries du diabète, puisqu'on avait leur nom, leurs antigènes, on savait ce qu'elles faisaient. Alors, on a fait une expérience simple, on a pris les souris. On a induit un régime diabétogène et finalement, les souris deviennent diabétiques obèses quand on leur donne un régime très riche en gras. On a alors réalisé une expérience, une expérience où l'on a injecté ici, 35 jours avant de donner un régime diabétogène, on a injecté les bactéries que je vous ai montrées. Évidemment atténuées, on a fait des extraits biochimiquement compliqués, et on a vacciné les souris. On s'est dit, on va essayer de vacciner les souris. Et puis après, on leur a donné ce régime diabétogène, et on a mesuré l'évolution de la glycémie quand on administrait par voie orale à des souris du glucose, du sucre. Et on a regardé l'évolution de la glycémie. Si les souris sont diabétiques, la glycémie monte très fortement. Alors en effet, c'est ce qui s'est passé. On a mesuré la glycémie au cours du temps après une injection par voie orale et une administration par voie orale au temps zéro. Par rapport aux souris témoins qui sont représentées ici, vous avez une glycémie qui monte modérément parce que les souris viennent de boire une solution glucosée. Quand les souris étaient rendues diabétiques par le régime, la glycémie était déjà plus élevée et la glycémie augmentait plus fortement quand, en effet, ces souris étaient diabétiques en réponse à une charge orale en glucose. Mais si les souris diabétiques, c'est-à-dire que l'on allait rendre diabétiques par ce régime, ont d'abord été vaccinées, alors à ce moment-là, vous voyez, la glycémie ressemble parfaitement à celle des souris qui n'ont jamais vu le régime diabétogène. Donc on était avec des antigènes bactériens issus de l'intestin d'autres souris diabétiques, on les triés, identifiés, étaient capables de vacciner ces souris. Elles pouvaient aller, comme je disais tout à l'heure, manger McDonald's dans une certaine proportion, sans devenir diabétiques et obèses. Pourquoi? Parce qu'elles avaient été éduquées contre les bactéries responsables de l'obésité et du diabète. Donc elles ont été protégées, le système immunitaire était plus fort, il les a reconnues dans l'intestin, il leur a dit vous ne passerez pas. Et donc elles n'ont pas été dans le tissu adipeux, elles n'ont pas induit les molécules de stress, qui n'ont pas induit le diabète, etc. Voilà, de manière relativement simplifiée. On a pu le démontrer parce que si l'on prend les cellules immunitaires
issues d'une cellule qui a été immunisée, c'est-à-dire vaccinée. On prend ces cellules immunitaires, on la donne, on les transfère à une autre souris qui n'a pas été vaccinée, mais on transfère à l'agent fonctionnel, c'est-à-dire le système immunitaire. Alors à ce moment-là, cette souris, ici à qui on a transféré, est au moins en partie vaccinée. Donc on a bien transféré le principe actif de l'immunisation. Et pour finir, je vous présente, si j'arrive à passer à l'écran, voilà, c'est là trop vite, l'équipe de mon laboratoire qui a fait en partie ces travaux, évidemment issus de la littérature, plus une grande partie moléculaire, avec la revue de Toulouse, à l'hôpital de Roqueuil, et puis pour cette anecdote, des bactéries gram négatives roses et gram positives violettes, qui sont ce qu'on caractérise en microbiologie de manière assez classique, et évidemment un certain nombre de gens du laboratoire, des sponsors, et toutes les bactéries que nous en avons. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça n'a pas été trop long, je pense que oui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonsoir. Est-ce qu'en changeant d'alimentation, donc en passant à une alimentation très équilibrée, on peut modifier la composition du microbiote, c'est revenir à un microbiote normal? Alors, donc, ce qui suggère qu'au départ, on avait une alimentation déséquilibrée, j'imagine, donc un microbiote déséquilibré, donc leur passage, oui, à deux conditions. Que ce soit maintenu dans le temps. Quand je dis dans le temps, c'est sur des années. Pourquoi? Parce que un microbiote déséquilibré va éduquer le système immunitaire qui sera la mémoire de ce déséquilibre. Et donc il y a une résilience, c'est-à-dire que si vous décidez de manger un peu à volonté correctement, très bien, mais au mois de septembre, octobre, novembre, le système immunitaire va se souvenir que le microbiote qu'il a éduqué, c'est un microbiote déséquilibré. Et il va tout faire pour le réinstaller. Afin de faire un contrôle alt d'élite, c'est-à-dire un resetting du système immunitaire, il faut plusieurs années. Je ne saurais pas vous dire combien, ça va dépendre de chaque individu, et ça va dépendre de la résilience du système immunitaire. Il faut rééduquer le couple. Bien. Merci pour cet excellent exposé, j'ai appris beaucoup de choses. Vraiment passionnant, j'ai envie de savoir plus. Mais je vais poser une question sur un point sur lequel j'ai un peu un désaccord, si je peux me permettre. Moi, je suis dans la recherche agronomique. Je précise. C'est quand vous avez parlé un petit peu d'un vaccin, en quelque sorte, c'est magique, j'ai bien compris. Donc je vois l'intérêt pour la recherche, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Je l'explique parce qu'on va résoudre par exemple le problème du diabète, mais on sait par exemple que l'obésité, il y a d'autres causes aussi, qui sont par exemple quand on mange des aliments très transformés, il y a moins de régulation d'appétit, tout ça. Donc je pense que c'est pas un hasard. Et je fais l'image avec l'agriculture, parce que nous, on peut dire on pollue, c'est pas un problème, parce qu'on sait polluer l'eau, c'est pas tout à fait vrai. Est-ce qu'il n'y a pas pareil? Vous avez dit même, on peut presque manger n'importe quoi, faire un gin McDo, si on a en gros le vaccin, on corrige. Donc je trouvais un petit peu, oui, c'est un peu jusqu'au boutiste, c'est clair. Parce que je vois dans la société, dans l'agriculture, on passe justement beaucoup de temps à prévoir des solutions correctives qui coûtent cher, qui ne résolvent pas tout, alors qu'il y a des solutions préventives qui auront un impact plus important. Et dans la recherche qui suit, c'est un petit peu dommage, on trouve des substituts, des correctifs, alors que le coût économique et sociétal est beaucoup plus important. Donc, quand on fait la recherche, on se fait plaisir, je suis là-dedans aussi. Autant ce que vous avez dit sur la première partie, les 90%, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Mais est-ce qu'il n'y a pas, justement, la question que vous avez posée avant, à travailler aussi et beaucoup pour répondre à la question, il y a des points de suspension, des interrogations comme vous disiez, comment on peut, par son mode de vie, c'est l'alimentation, mais il y a aussi son environnement, ce qu'on consomme, parce qu'il y a les facteurs négatifs qui peuvent les pesticides, il y a les facteurs positifs dans l'alimentation antioxydants, comment on peut, par son environnement, orienter, même si c'est très long, le microbiote, ou éviter qu'il se dégrade, enfin, être prévenant dès la naissance des enfants. Une très longue question sociétale, on aurait plusieurs heures pour simplifier. Vous avez parfaitement raison, si l'on est capable de maintenir un équilibre hygiéno-diététique tout simplifié, tout au long de sa vie, en ayant accès à des aliments de qualité, on va résoudre une grande partie des problèmes. L'obésité et le diabète
sont des maladies sociétales qui, pour la très grande partie, n'existeraient pas si on était capable de montrer. Or, la société, et Dieu merci, j'allais dire, nous propose le choix. On a le choix dans notre alimentation. Si on veut manger un régime pas bien équilibré versus un cassoulet, de temps en temps, un cassoulet, ça fait bien. La question, c'est pas tous les jours. Donc, c'est dans ce terme-là qu'on doit éduquer l'être humain. Donc, en effet, les industriels sont en grande partie responsables, tout simplement, de nos développements sociétaux. Hein. On mange ce qu'il y a dans les supermarchés. Si on n'a pas le temps d'aller sur le marché ou de cultiver soi-même ses légumes, on fait ce qu'on peut. On est mal informé et il y a peu de traçabilité. On est mal informé, il y a peu de traçabilité, et puis bon, la société elle est ce qu'elle est avec ses contraintes. Donc là, ça va extrêmement loin dans l'agriculture. Quand on fait de l'instrumentation fécale, qu'est-ce que devient le système immunitaire? Qu'est-ce qu'il va essayer de, justement, est-ce que ça marche pas? Parce que ça veut dire que le système immunitaire, il va essayer de retrouver le microbiote d'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est une bonne question. Ça met en évidence d'abord une petite introduction, c'est que la transplantation fécale, c'est ce qu'on appelle entre guillemets la greffe fécale, où chez un individu donneur de microbiote fécal à un individu qui a une maladie X ou Y, souvent c'est une infection intestinale. Bon, dans un cas expérimental, ça peut être le diabète, ça a été fait. Dans le cas d'une infection intestinale, on transfère, on greffe un microbiote. Et chez des patients qui ont une infection intestinale, une bactérie qu'on appelle Clostridium difficile, il y a des saignements, il y a des douleurs très importantes, et quand on réalise ces greffes, alors les patients sont guéris, alors que l'antibiothérapie ne fonctionne pas. Que se passe-t-il? Comment ça marche? Évidemment, c'est très difficile de répondre. On greffe des milliards de bactéries très complexes. Ce que l'on pense savoir, c'est que expérimentalement parlant, le fait de greffer va faire un choc tellement important au système immunitaire que ce système immunitaire va avoir un soubresaut réactionnel puissant qui va alors trouver les capacités, dans ses réserves, de détruire la bactérie qui était infectieuse intestinale. Donc le fait de choquer le système immunitaire avec un grand nombre de bactéries différentielles, quelle que soit leur origine, j'allais dire, permet de réactiver toutes les forces en présence qui étaient endormies, j'allais dire. Et d'un point de vue médical, il y aurait une hyperréactivité immunitaire qui permettrait de détruire l'agent infectieux. Alors que le microbiote greffé ne s'installe pas. Il ne s'installe pas parce qu'il est injecté une fois, deux fois maximum. Il ne va pas permettre cette résilience dont on discutait tout à l'heure qu'il faudrait réaliser sur plusieurs années. Mais il va faire un stress immunitaire qui va détruire ce qu'il y avait avant. Une sorte de resetting. De façon durable, parce qu'il s'agit d'un agent infectieux, et si on ne rencontre pas cet agent infectieux, une fois qu'il est parti, il est parti. Oui, j'aurais aimé savoir si vous avez repéré un défaut ou une altération du microbiote théorique que vous avez décrit en début de la conférence et qui serait corrélé avec l'apparition de certaines maladies, par exemple la maladie de Crohn. Alors, dans la maladie de Crohn, en effet, il y a une importance du microbiote qui a été démontrée bien avant les révolutions dont je parlais. On sait très clairement. On ne savait pas trop qui, on avait du mal à faire des hypothèses, mais maintenant, on a des noms très précis de candidats. Ce que l'on ne sait pas, c'est pharmacologiquement agir avec eux de manière très très précise. Donc oui, il y a des signatures particulières des sujets atteints de maladie de Crohn. C'est un peu moins clair pour les sujets atteints de maladies d'inflammation intestinale, d'irritation intestinale, et pour la maladie de Crohn, oui. C'est pas parce qu'on a un nom qu'on a une solution thérapeutique, mais on est dans le début, j'allais dire, d'une solution potentielle. Il faut maintenant comprendre comment ces bactéries, cette signature bactérienne est capable d'influencer le système immunitaire et de percer, somme toute, des trous, de faire des irritations dans l'intestin. Et c'est un début très prometteur. Il y a beaucoup de travaux dans ce sens-là, notamment l'identification de bactéries qui ont disparu et qui, elles, protégeaient contre l'agressivité de bactéries de la maladie de Crohn. Donc on essaie de réimplanter ces bactéries protectrices en grand nombre. Voilà, et donc ces bactéries protectrices, il faut savoir les cultiver, elles sont difficiles,
Elles font partie d'ailleurs de la liste des 18 que j'ai précisées, qui sont essentielles, sinon il y a un risque de creux important. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Vous utilisez le terme intestin au singulier, au pluriel. Est-ce que vous faites une différence significative entre gros intestin et intestin grêle? Ma deuxième question, elle concernerait, est-ce que votre laboratoire travaille sur développer une culture de la prévention en rapport avec ce que vous mettez en évidence? Alors, deuxième question, c'est entre guillemets plus facile parce qu'il n'y a pas de réponse. Oui, on a une culture de la prévention par le fait qu'on est capable de sortir des diagnostics prédictifs d'un risque. Après, il faut que la société, les gouvernements s'en emparent. Donc oui, les solutions existent, on sait le faire. On sait le faire, il y a tout un tas d'entreprises. Aujourd'hui, vous envoyez votre sang ou votre microbiote intestinal, votre matière fécale, et vous prédisent un risque. La valeur de ça, ça les regarde. Aujourd'hui, les États n'ont pas validé épidémiologiquement parlant, mais les laboratoires savent techniquement le faire. Donc oui, on sait identifier le risque et proposer, comme je disais tout à l'heure, des solutions nutritionnelles, agroalimentaires caractérisées. La grosse différence, c'est qu'il faudrait le faire pour des individus donnés, des groupes d'individus qui se ressemblent. On ne peut pas imaginer aller au supermarché et manger un régime valable pour l'ensemble de l'humanité. Plus de 7 milliards d'individus, bientôt 10. Non, il faut faire les sous-groupes. C'est ce qu'on appelle la nutrition personnalisée. Un groupe d'aliments, si on parle de la nutrition, un groupe d'individus, un groupe de comportements, un groupe d'individus. Pour la première question, vous avez raison, bien sûr, j'ai simplifié de manière non justifiée, je vais dire dans cette audience, la notion d'intestin. L'intestin commence par la bouche et finit par l'anus. 8 mètres de distance, j'allais dire, et tout autant de différences, de diversité fonctionnelle. Un des déterminismes classiques, c'est le gradient d'oxygène. Il y a plein d'oxygène dans la bouche, et beaucoup moins, voire quasi absent dans le rectum, dans l'anus. Même combat pour l'acidité, qui est très forte dans l'estomac, qui le corps continue à être puissant dans le duodénum, et qui est réduite au cours du temps, au cours des centimètres et des mètres. Même combat pour ce que je disais, les acides biliaires, qui sont des détergents qui vont détruire les bactéries, et tout simplement pour les nutriments. Il y a beaucoup de nutriments dans le duodénum, et beaucoup moins dans le gros intestin. Donc il y a des grosses différences d'écologie, mais même sur le même segment intestinal, vous avez des différences entre les bactéries qui sont à l'intérieur, au milieu de la lumière, et celles qui sont collées contre le mucus. Ce ne sont pas les mêmes, il y a un gradient aussi, etc. Donc il y a des écologies bactériennes intestinales. Ça marche? Oui, je vous entends. Je vous passe le bonjour des docteurs Guillet, M. Languier, qui vraiment apprécie beaucoup votre travail. Et nous, on est bien en nombre ici parce que nous sommes l'Association française des malades de la thyroïde. Et c'est vrai qu'on voudrait soutenir tout un travail au niveau de notamment la maladie auto-immune d'Hashimoto, dont les endocrinos sont souvent à côté de la plaque, puisque on se rend compte que ces maladies-là sont souvent binaires, il y en a souvent par deux, donc elles sont souvent associées à d'autres maladies, et on est prêt à soutenir une recherche parce que c'est vrai qu'on est face à une médecine qui est un peu kalachnikov et qui ne recherche pas pourquoi des choses. Voilà. Et c'est vrai que beaucoup de problèmes intestinaux chez nous et une certaine incompréhension d'un monde médical par rapport à la physique qui n'est pas toujours facile à comprendre, à supporter. Et là, vraiment, voilà, les médicaments, on commence par un, on termine par 10. Ce qui est tout à fait. Donc, on est un peu rebelle à ce niveau-là, donc on veut soutenir une recherche indépendante des labos, si c'est possible. Si c'est possible. Là aussi, il y a une question de société, je vous remercie pour votre commentaire, essentiel. Paradoxalement, on ne sait pas grand-chose entre le microbiote et les patients atteints de maladies relatives de la thyroïde et donc ce microbiote. On ne sait pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'études. Est-ce que c'est parce que les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas très enclins, les industriels agroalimentaires non plus à étudier ça? Est-ce que parce que finalement, il y a des hormones et on se débrouille avec ça? Voilà, je n'entrerai pas dans ce détail, dans ce débat, mais s'il y a une fenêtre d'espoir qui peut s'ouvrir, à condition, comme vous disiez, qu'il
qui est les études faites dans le domaine des maladies que vous connaissez bien. Et puis là, on va soutenir la recherche, c'est aussi bien, il y a les aspects financiers, les aspects cliniques, etc. Après, bon, d'un point de vue clinique, voir que les cliniciens font ce qu'ils ont avec les outils qu'on leur donne, c'est pas eux qui inventent les médicaments, évidemment. Les laboratoires pharmaceutiques, ils inventent les médicaments là où il y a un marché, capacité de les vendre, évidemment, c'est la société libérale, et c'est comme ça que c'est fait depuis fort longtemps. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une médecine ou une science plus proche du peuple, entre guillemets, plus adaptée à l'individu? C'est ce qu'on souhaiterait tous, nous, en tant que chercheurs. Après, bon, les conjonctures économiques que l'on ne contrôle pas à notre niveau, évidemment, font qu'encore une fois, on fait ce qu'on peut, comme pour la question agroalimentaire, on se nourrit comme on peut. Oui. Bonsoir. Est-ce que le jeu a une influence sur le microbiote? Le jeu. Est-ce que ça a une influence sur le microbiote? C'est ça? Oui. Je n'ai pas très bien entendu. Comme l'alimentation a une influence sur le microbiote, si on jeûne, c'est-à-dire si on ne mange pas, la bactérie ne mange pas. Enfin, non, c'est faux ce que je dis. Si l'on ne mange pas des aliments, les bactéries ne mangent pas des aliments. Que vont-elles manger? Elles vont manger l'être humain, tout simplement. Pour la bonne et simple raison que si on reprend l'évolution au-delà, pré-darwinienne que j'ai montré, les bactéries étaient là sur Terre avant nous. Alors j'aime bien dire de temps en temps, il y a une provocatrice, elles nous ont autorisés à vivre, pour certaines conditions, dans certaines conditions, qu'on les nourrisse, qu'on les dissémine et qu'on les protège, qui sont en somme toutes les trois règles essentielles de la survie de l'espèce sur la planète. Et ils nous ont dit, je fais du Spielberg un petit peu, à l'époque, bon ok, vous arrivez maintenant avec vos gros sabots d'eucaryotes, je vous autorise uniquement si on fait un accord indien. Et donc, elles font ceci. Si maintenant, demain, vous ne les nourrissez plus, vous allez rompre le bail que vous avez avec votre locataire, ou inversement. Voilà. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont vous digérer. Elles vont commencer à manger le mucus intestinal, vous savez ce qui est des vers fluorescents entre les bactéries et les cellules bleues. Elles vont commencer à manger ça parce que c'est très nourrissant. Il y a plein de sucre, il y a plein de protéines. Et elles vont commencer à manger les cellules. Ce mucus, quand tu auras plus de mucus, elles vont manger les cellules. C'est un peu ce qui se passe dans la maladie de Crohn, où en fait, vous avez des bactéries extrêmement agressives, extrêmement capables de digérer votre mucus. Ça ne veut pas dire que de manière aiguë, ce soit pathologique, peut-être même au contraire. Si vous avez dans la pensée aussi votre question, c'est est-ce que le jeûne récurrent est important? On dit que des phases de jeûne, là, 2 jours par mois, de vrais jeûnes, sont bonnes pour la santé. Il y a tout un tas de théories. Il faut regarder les résultats sur le terme en termes cliniques, mais ce n'est pas impossible. Conceptuellement parlant, on pourrait faire un resetting de notre microbiote, entre guillemets, dysbiotique. On vient de faire une phase, cassoulet, maglo, etc. On va faire un peu de jeûne, mais si on a mangé correctement et qu'on s'est permis de faire une phase cassoulet, j'allais dire, c'est que le système immunitaire a été éduqué avec des bactéries que l'on a quand on mange correctement. Si on fait une petite phase, elle va être déséquilibrée, mais notre mémoire immunitaire va rester. Donc ça va être résilient. Donc la phase de jeûne va permettre d'accélérer ce retour à ce qui était avant le cassoulet. Dans ces termes-là, on peut l'imaginer. Et comme on fait tout, ce qui me concerne, je fais des excès réguliers, j'essaye de faire des phases de non-excès régulières. Et donc, on peut imaginer, quand on fait des phases de jeûne assez marquées, genre je ne mange pas pendant 1 jour ou 2 jours, puisse permettre un resetting du microbiote plus rapidement que si on baisse régulièrement on modifie notre régime simplement. Donc potentiellement oui, mais pas trop long terme. Ensemble, je vais essayer de faire court. Vous avez évoqué différentes maladies qui sont influencées par le microbiote. Donc, je voulais savoir ce que vous pensez de l'influence du microbiote sur l'autisme, dont on parle beaucoup, on a parlé, voilà. Et ensuite, concernant le diabète, vous avez évoqué beaucoup le diabète de type 2. Et c'est vrai que maintenant, sur le plan génétique, on s'aperçoit que le diabète de type 1 et de type 2 sont assez proches. Donc, est-ce qu'au niveau du microbiote, il peut y avoir aussi des similitudes? Alors, 2 questions passionnantes aussi. En effet, pour l'autisme, il y a de plus en plus d'évidence qui reste des observations. La partie causalité démonstration va prendre un peu de temps. Dans les modèles animaux, c'est difficile de savoir si une souris est autiste. On parle pas beaucoup. Donc le diagnostic n'est pas évident. L'expérience n'est pas évidente. On a des modèles,
sont des modèles qui ne sont pas très fidèles par rapport à l'homme. Donc on est encore dans la phase observationnelle, mais il est fort probable, compte tenu de l'impact des bactéries sur la programmation du système nerveux intestinal qui lui-même programme le cerveau cortical, on puisse avoir un rôle important des bactéries. La question sous-jacente qui est clé, c'est est-ce qu'on peut faire un retour en arrière. Il est probable là aussi qu'un traitement chronique par des agents nutritionnels non encore identifiés, mais identifiables sur la base d'enquêtes alimentaires et de grandes cohortes, puisse permettre d'identifier pour des groupes d'autistes bien déterminés, parce qu'ils ne sont pas tous les mêmes, des conditions nutritionnelles qui vont faire ce resetting. Cette fois-ci, ce n'est pas forcément le système immunitaire qui va être touché, mais le système nerveux. Une fois que les cellules nerveuses sont là, qu'elles ont fait leur connexion, c'est très plastique un cerveau. Les gens pensent qu'ils sont nés intelligents ou bêtes, mais c'est faux. On travaille notre cerveau toute notre vie. On commence à prendre de l'âge, c'est un peu plus difficile, mais on peut encore le faire pendant très longtemps. Et cette plasticité du cerveau intestinal et cortical pourrait être contrôlée par du microbiote, compte tenu de tous les neuromédiateurs dont on a parlé tout à l'heure. La dernière question, c'était le diabète de type 1. Donc là, c'est beaucoup plus clair, parce que c'est une maladie plus facile à étudier. Les données sont extrêmement claires, on travaille beaucoup là-dessus. Oui, le diabète de type 1 a en grande partie pour origine un déséquilibre du microbiote intestinal, qui va alors faire ces fameux trous intestinaux, cette perméabilité intestinale, et faire passer des molécules bactériennes qui ressemblent à ces fameuses cellules qui sécrètent l'insuline, qui sont détruites de manière auto-immune par un système immunitaire. Et là, on commence à identifier ce mimétisme qui est auto-immunant et qui détruit les cellules bêta et induit le diabète de type 1. La dernière question. Simplement un mot pour ceux qui souhaitent adhérer en 2018. J'ai mis ici des tracts pour des bulletins d'adhésion pour 2018 pour ceux qui souhaitent se réadhérer sur l'année. Allez, la question. Tout à l'heure, dans les images de microscopie que vous avez montré, j'ai cru comprendre que les bactéries étaient phagocytées par des globules blancs et étaient transportées comme dans une petite voiture, disons, jusqu'à l'intérieur de l'organisme. C'est bien ça? Exactement. C'est-à-dire ce qui se passe, pour aller un petit peu plus loin dans la démonstration, on prend des bactéries vertes fluorescentes, on donne par voie orale une souris diabétique. Si elle est non diabétique, elle ne passera pas. En plus, ça dépend des bactéries qu'on met, peu importe. Et on caractérise les cellules immunitaires qui étaient en rouge, on les voit transporter dans l'organisme, alors pas dans le sang circulaire, dans le tissu lymphatique, on les voit transporter des bactéries fluorescentes, sans les détruire. Certaines sont détruites, mais pas toutes. Parce que le système immunitaire du diabétique n'est pas aussi fonctionnel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans la greffe, il faudrait l'activer pour détruire l'agent infectieux, et donc on va être transporté jusque dans le tissu. C'est bien que si on prend un tissu adipeux qui contient des adipocytes et tout un tas de cellules, et que l'on isole des cellules qui sont fluorescentes parce qu'elles ont une bactérie, on va voir qu'elles sont à l'intérieur des globules blancs. Donc on peut voir à l'intérieur du cytoplasme des globules blancs des cellules fluorescentes. Et ces bactéries, si on les met sur une boîte de pétri, vont pousser, vont faire une colonie, comme si on avait l'intestin. Donc on a des bactéries vivantes. Ici, tout le monde dans cette salle a des bactéries vivantes dans ses tissus. Et la quantité n'est pas négligeable. Mais elles sont symbiotiques, elles sont non agressives. Et ces bactéries sont essentielles pour maintenir le taux d'éveil de notre système immunitaire circulant en bonne santé, de maintenir un travail immunitaire anticancéreux. Si on baisse notre défense immunitaire, on a un risque de cancer accru. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a tout un tas de solutions thérapeutiques qui vont réactiver le système immunitaire pour faire ce qu'on appelle l'immunothérapie anticancéreuse. Eh bien, les bactéries peuvent être à la base de l'immunothérapie. Il y a un très bel article scientifique qui est sorti en décembre, de l'immunothérapie anticancéreuse. Ça fait une sorte d'adjuvant, comme si on vaccinait, si vous voulez. Et donc ces bactéries sont essentielles pour ça, entre autres. La dernière question. Le concept de vaccination contre le développement du diabète type 2 que vous avez montré chez la souris, est-ce que ça marche sur toutes les souches de souris
Et est-ce que vous avez testé d'autres modèles animaux? Et est-ce que vous pensez développer ça chez l'homme aussi? Alors, c'est toujours la question à 1 milliard d'euros. On a fait publier un certain nombre d'expériences, pas chez de très nombreux modèles animaux. Je ne sais pas répondre à cette question. Évidemment, pour des raisons financières, comme d'habitude, on n'a pas le moyen de le faire. Mais ce qu'on a fait, on a essayé de faire de manière très profonde et moléculaire pour bien comprendre. La vraie question, c'est est-ce que c'est adaptable à l'homme? Peut-on vacciner un être humain? Imaginez, vous êtes une société civile, un État, vous êtes un laboratoire pharmaceutique. Quand je suis arrivé avec mes brevets bactériens pour vacciner contre le virus type 2, avec une solution base, si je perds, ça va bien marcher. On dit écoutez, c'est génial, votre truc, voilà, les antigènes ou les bactéries, c'est fantastique, mais c'est intestable. Pourquoi? Parce que le diabète de type 2 apparaît entre 50 et 60 ans, pour simplifier, de 40 à 60. Et si on vaccine quelqu'un à 20 ans, quel laboratoire pharmaceutique va attendre 30 ans, 40 ans et faire un suivi médical pour démontrer que c'est fonctionnel? On dit c'est très bien votre idée, mais ce n'est pas faisable pharmacologiquement. Il faudrait que les États s'en chargent. La dernière question là-haut. La dernière question là-haut. Bonjour, écoutez, c'est très intéressant et bravo pour votre analyse. Juste une petite question par rapport à l'influence des ondes et les micro-ondes éventuellement. Les ondes, plutôt les micro-ondes, est-ce qu'il y a une influence sur le microbiote de l'organisme? Les micro-ondes du four à micro-ondes? Oui, mais voilà. Je vais te donner plus d'une centaine de conférences, j'ai jamais eu cette question. Bravo. Venez de penser. Alors, je ne vais pas vous mentir, je n'en sais absolument rien. J'essaie de réfléchir à la littérature de ce qui a été publié. Ça ne me dit rien, mais généralement, je n'ai pas pour habitude de dire que parce que ça n'a pas été fait, il faut le faire. Ce n'est pas un raisonnement scientifique. J'essaie de trouver une base scientifique à ça. Est-ce que les ondes au sens large qui nous entourent pourraient avoir une influence? Si ces ondes, quelles qu'elles soient, hertziennes, micro-ondes, rayons gamma multiples et variés, peuvent avoir une influence sur, on va dire, le système nerveux, alors à ce moment-là, le système nerveux, de manière indirecte, a une influence sur le système immunitaire, qui a une influence sur le système microbien. Donc en cascade. Donc comme dans tout et dans tout est dans tout et réciproquement, pourquoi pas? Mais il faut un rationnel scientifique pour pouvoir valider cette hypothèse. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas y répondre.